Chers internautes, bonjour. J'ai le plaisir et l'honneur et l'immense privilège, j'en rajoute peut-être un peu, mais je suis vraiment très heureux ce soir de présenter ce 6e et dernier dîner du cercle de notre première saison sur l'agroécologie, puisque ce soir nous accueillons Claude et Lydia Bourguignon. Bonsoir. Bonsoir. Je dis bonsoir parce que c'est une émission qui s'appelle le dîner du cercle, mais en vérité, je vous le confie tout de suite, il est 16h, on a avancé un petit peu l'heure habituelle d'enregistrement. Et je présente également les autres invités, donc Joe Damas, bonsoir. Bonsoir. Et Jonathan Attias, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Yuval, j'avais oublié celui sans qui rien n'aurait été possible aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Donc Claude et Lydia Bourguignon, pour vous présenter très brièvement pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas encore, ça fait plus de 40 ans que vous expliquez, que vous vulgarisez, que vous militez par rapport à la désertification des sols et à l'appauvrissement en matière de macrobiologie des sols, notamment lié à l'agriculture, les effets de l'agriculture intensive, que vous alertez à la fois les populations et aussi les décideurs sur ces questions-là. En tout cas, les décideurs qui veulent bien vous écouter. Donc on est vraiment très très fiers. Vous avez écrit également un livre qui s'appelle Le sol, la terre et les champignons. Et les champs. Excusez-moi, et les champs. Et les champs. Donc ah oui, parce qu'en fait il y a eu plusieurs éditions. Une première en 1989 et une deuxième en 2002 où vous étiez le seul auteur, Claude, et avec Lydia, donc une troisième édition en 2008 et enfin en 2010. Donc la version qu'on peut trouver actuellement, qui j'imagine est considérablement enrichie. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu. Je ne fais jamais semblant d'avoir lu les livres, c'est pas mon genre. Mais je sais d'avance que je le dévorais avec attention. Pour la petite histoire, je vais la faire très très brève, mais en fait, le week-end dernier, on a fêté les 90 ans de mon papy en Vendée. Et je me suis retrouvé avec une grande tante devant un des dessins qu'il avait fait, mon papy, pour chacun des menus de la grande table. Et le dessin en question, c'était un petit colibri. Et je connaissais assez mal, cette grande tante. Et donc, on a tous les deux tilté sur le colibri. On s'est regardé et fait « Ah, mais vous connaissez Pierre Rabhi ?» Et tout de suite, donc, j'ai parlé de vous et vous connaissez très bien. Et qu'elle-même, étant agricultrice, elle s'était mise donc à l'agriculture alternative par rapport à l'époque, dès les années 70. Et qu'à l'époque, elle nous expliquait qu'elle passait un peu pour une folle. Voilà, et que ça a duré longtemps. Donc voilà, je suis vraiment très très heureux et très fier de vous accueillir ce soir, ainsi que toute l'équipe, on est vraiment très heureux. Joe Damas, pour vous présenter brièvement, donc vous êtes, on peut se tutoyer parce que je te connais, on a un petit peu collaboré ensemble. Tu es humoriste notamment, en ce moment tu donnes un spectacle qui s'appelle Retour vers la nature, ouais. Qui est un spectacle où tu parles beaucoup d'agroécologie et de thèmes par rapport plus largement par rapport au capitalisme. 1, 2, 3, je vais y arriver. Ouais. L'émotion. Et donc, à côté de ça, tu as toi-même acheté un terrain dans le 77 pour y faire de l'agriculture. Tu as ton potager, mais c'est un gros potager. Hein. Ouais, pour un débutant, on va dire ça. Il fait combien ? 200 mètres carrés, je pense, pour le potager. Hein. Et tu as également 2 moutons ? 4 maintenant. 4 ? Ah oui, la famille s'agrandit, c'est vrai. Ouais. Gezmer pour le mâle et Husqvarna pour la femelle. C'est la tondeuse. Ben, merci d'être avec nous pour cette émission. Merci de ton invitation. Et Jonathan Attias, donc toi tu es avec ton collègue qui est là, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Vous avez lancé une web série qui s'appelle Jardinier levez-vous. Ouais, alors est-ce que tu peux la présenter brièvement en 30 secondes pour les internautes ? Ouais, bien sûr. En fait, les Jardiniers levez-vous, c'est une série qu'on a filmée caméra au point, où on a voulu voir en fait les personnes qui résistaient en France pacifiquement pour préserver nos semences reproductibles et traditionnelles. Voilà, on s'est aperçu de ce sujet-là et ça nous a beaucoup importé et beaucoup marqué, surtout de voir que, en général, on était assez impuissants par rapport à tout ça et donc on a mis le nez un peu dans ce monde souterrain et on s'est aperçu qu'il y avait des milliers, même des millions de personnes qui s'échangeaient ces graines-là et qui faisaient vivre un peu cette biodiversité alimentaire. Donc voilà, c'est ces personnes-là qu'on voit dans la série et j'espère qu'elle est sympa. Donc il y a 10-12 épisodes, je crois ? Il y en a 7. 7, un petit peu moins. Et donc là, le dernier est sorti il y a un mois environ ? On a sorti le dernier il y a 2 semaines. 2 semaines. Voilà, avec une pétition justement pour aller plus loin dans cette série. C'est, je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, c'est une pétition qui demande au ministre de l'Agriculture de permettre aux maraîchers en fait d'utiliser librement des semences reproductibles. Donc là, actuellement, il y a 30 000 personnes et on va réellement essayer de porter cette pétition-là au ministère et voir ce qu'il est possible de faire jusqu'où ça va influencer, jusqu'où ça va aller. Très bien. Et donc Yuval, je le disais, sans toi, pas de dîner ce soir parce que c'est toi le cuisinier. Bon, tu as eu quelques petits commis furtifs, mais c'est quand même toi qui as fait l'essentiel et bravo à toi. Donc tu as fait un choix dans les ingrédients, hein, et puis il y a également un dessin. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ce repas, s'il te plaît ?
Pour moi, l'idée, c'était de faire un repas que je considère être un bon repas. Qu'est-ce que c'est qu'un bon repas? C'est d'abord un repas qui va être transmis avec le cœur, bien sûr. Donc j'ai essayé de vous faire partager le plaisir. Et par la suite, on est bien sûr au cœur de l'agriculture. C'est aussi choisir des beaux produits à la fois pour se régaler, mais et évidemment c'est lié à la santé. On est ce qu'on mange, hein, comme on dit. Et effectivement, on aime beaucoup ce dicton qui dit qu'on est ce qu'on mange. Et donc du coup, j'ai essayé d'apporter aussi des produits qui me semblent être qualité, des produits qui me semblent de qualité pour faire rapidement. Je pense que c'est des bases, mais c'est des choses qui sont de saison, qui sont essentiellement locales, en se rendant compte. Je suis pas quelqu'un qui suis complètement strict. Je pense qu'il faut se rendre compte du luxe qu'on peut avoir parfois d'être dans une société où il y a de l'échange. Donc quand on prend des épices de l'autre bout du monde, moi j'en profite avec plaisir. Vous allez peut-être relever de la cannelle par exemple. Moi c'est clair que je suis pas strict dans ma façon de penser, mais en tout cas je pense qu'il faut être à l'image du monde, qu'il faut être l'image du monde qu'on veut donner, que là effectivement on est ce qu'on mange. Et donc du coup j'ai essayé de faire en sorte que ce soir vous soyez dans un monde de qualité. Je vous laisse un petit peu découvrir tous les mets. Est-ce qu'on peut citer un petit peu quelques fournisseurs? On mettra les liens de toute façon avec l'article, hein, pour aller vers les différents sites internet. Alors on aurait bien aimé aller encore plus loin dans cette notion de partage, en valorisant à fond l'échange, etc. On a été pris un petit peu par le temps, mais on a été au maximum vers des fournisseurs de proximité, via des marchés, via une biocoopérative. Ça s'appelle les Robinson, les nouveaux Robinson, voilà. Et donc certains ont participé à plus ou moins grande échelle à nous aider à ce sujet. Voilà, je vais m'éclipser, j'espère que vous allez prendre du plaisir. Et le dessin quand même, un petit mot sur le dessin. Oui, alors c'est vrai que dans la notion de plaisir, justement, on peut revenir dessus, dans la notion de plaisir et d'amour, hein, pour être naïf dans ce repas. J'ai essayé de raconter une histoire, cette histoire, j'ai essayé de la faire à l'image de l'émission, avec un petit dessin qui représente aussi ma personnalité naïve, qui est un arbre. Je ne sais pas si c'est très... si on le remarque bien, un arbre, un peu la terre, les racines, avec des produits qui semblaient correspondre, avec par exemple les carottes aux racines, qui semblaient correspondre intelligemment, les couleurs qui correspondent. Et donc on a un petit arbre entouré de son soleil, de nuages, de pluie, de ce qui devrait être quand on maîtrise son agriculture locale pour pouvoir avoir une idée d'une agriculture globale. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est quoi en fait? Déjà, Joe, je voulais un peu m'excuser auprès de toi. Je l'ai pas fait parce que j'ai appris que tu mangeais pas forcément, que tu n'allais pas pouvoir profiter. Oui, mais je profite avec les yeux. Je précise, tu fais le ramadan, on peut dire. C'est pas ramadan, c'est un jeûne thérapeutique et spirituel. Nuance. C'est pareil. En tout cas, moi, ce qui est important, c'est que c'est vrai que je suis content que tu te régales avec les yeux. Non, c'est un vrai bonheur. avec les yeux. C'est un vrai bonheur. C'est vrai que moi j'avais envie de faire un petit jeu de découverte des saveurs, mais c'est pas très drôle pour toi. Du coup, je vais révéler quelques informations sur leur repas. Là, on a des carottes râpées avec des noix de macadamia broyées, des dattes. Donc voilà, quand je dis que j'utilise pas que des produits locaux, il y a des produits exotiques. On a une petite tapenade ici. Tout a été fait maison, hein, bien sûr. On a un petit cake tomate confite basilic. Un petit caviar d'aubergine, juste au-dessus, effectivement. Au niveau du soleil, on a un jus orange mangue, une petite gelée d'agrumes. Les petits pots en salade qu'on voit là-bas, il y a du melon, il y a de la menthe, il y a du concombre, il y a du fromage frais. Il parle, les petits pots. Il parle, ouais, les couleurs sont belles. Des espèces de petits entremets qui vont être délicats à manger, donc je vais peut-être ramener d'autres serviettes. C'est censé représenter donc les branches de l'arbre. On a une asperge qui a été caramélisée sur une purée de petits pois roquettes, ail, et qui est déposée sur des petites pommes de terre rosettes qui ont été dorées. On retrouve encore ces petites pommes de terre rosettes. Roseval, pardon, excusez-moi. Je te remercie, Raphaël. On retrouve également ces petites pommes de terre au niveau des desserts avec un petit fromage blanc avec de la cannelle, des fruits rouges.
Et j'ai profité aussi de ces fruits rouges pour faire un petit coulis de fruits rouges ici. Il y a une petite gelée de menthe en dessous, le fromage blanc qu'on retrouve. On n'a pas parlé d'ailleurs, on a été à une bonne crèmerie également pour acheter ce qui est les produits fromagers. Et on a des petits toasts chèvre miel. Voilà. J'ai essayé de faire du mieux possible, j'espère que vous allez vous régaler. J'ai bien peur qu'effectivement on se régale. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que je vais en faire réagir certains, mais si vous avez encore besoin de certains mails, il y a certaines choses qui sont rares, donc n'hésitez pas à demander. Je sais qu'il y en a beaucoup pour certains, mais Est-ce qu'on pourra faire un petit c'était pour être généreux la nourriture dans le partage. Est-ce qu'on pourra faire un petit doggy bag pour Joe Damas? Ah yes. Les verrines, il faut voir. Les verrines, il faudra voir comment on s'organise. Si je peux partager avec tous, ça me ravirait quoi. Ça sera un grand plaisir, Dieu. Bravo. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Et ben, on va pouvoir vraiment tester tout ça. Je crois que rien que pour les yeux, c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est régal. Bon appétit à tous. Merci. Merci. Mais du coup, on n'ose pas trop le toucher, quoi. Ah, c'est vrai que Tu regardes. Non, mais c'est pour- vrai, on n'a pas trop envie de. la difficulté, c'est pour le premier, quoi. Il faut qu'il ose se lancer, quoi. Je vais accueillir maintenant Baptiste qui va nous présenter l'actualité de la semaine maintenant. Donc une petite séquence qui dure environ un quart d'heure et dans laquelle, je le rappelle pour les internautes, Baptiste va présenter l'actualité de la semaine vue par le Cercle. Donc Baptiste, je te laisse le micro. Oui. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Donc je vais vous faire réagir sur plusieurs sujets. Donc on attaque tout de suite le premier. Vous n'êtes peut-être pas des spécialistes du premier sujet, mais c'est quand même important et intéressant d'avoir l'avis de gens, le bon sens tout simplement, de personnes comme vous sur un sujet même qui peut sembler complexe. Donc on attaque tout de suite. C'est le fameux Grexit. Donc Grexit, c'est quoi? C'est la contraction de Grèce et exit. C'est parce qu'avec ce qui se passe en Grèce en ce moment, certains analystes disent que la Grèce pourrait être amenée à sortir de l'euro. Donc on sait que mercredi 24 juin, il y a eu une proposition des créanciers qui a été refusée par Syriza. En fait, ils demandaient tout simplement d'augmenter la TVA et de baisser les retraites. En échange de quoi, ils leur auraient accordé un crédit de 7 milliards d'euros qui leur aurait permis de rembourser des crédits antérieurs auprès de la BCE et du FMI. Donc le Syriza a dit non, que c'était hors de question, qu'ils veulent continuer les négociations, mais que ça, c'était pas acceptable. Et du coup, les créanciers ont fixé un ultimatum à samedi 27 juin, sachant que pendant le même temps, il y a eu un rapport préliminaire du comité sur la dette qui montre que finalement cette dette est illégale, illégitime et odieuse parce qu'elle a notamment servi à financer des dépenses militaires qui étaient complètement excessives et inutiles. En plus, les emprunts ont été faits à des taux qui sont extrêmement élevés. Ça a servi à recapitaliser des banques privées. En plus, les demandes du FMI sur plus d'austérité n'ont fait qu'aggraver la situation. Et ils le savaient. Il y a un document qui prouve que le FMI savait que ça aggravait la situation, mais ils l'ont quand même demandé. Donc voilà, dans les jours qui viennent, on devrait savoir si finalement la Grèce va capituler face à ses créanciers ou s'ils vont faire défaut. Et éventuellement, ça pourrait amener le chemin à une sortie de l'euro. Je vais vous laisser réagir, peut-être commencer par Joe. Franxit. 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 Voilà, la France sort de l'Europe. Allez-y les Grecs, hein, sortez. Et nous on arrive, on sort aussi. Ok, donc la Grèce pourrait montrer la voie. J'espère. Ok. L'Islande l'a fait, il me semble. Ouais. L'Islande a refusé de rentrer dedans. Ouais, enfin, à montrer. De refuser, à refuser de rembourser en hors fait. de l'Europe, c'est ça. hors de l'Europe, rembourser on vit très bien, dignement. Et je pense qu'il faut les suivre, à mon avis. J'attends. Ouais, moi je veux dire qu'ils ouvrent pas mal la voie en fait. Il y a beaucoup d'espoir à mon avis, surtout de notre génération par rapport à ces mouvements populaires, parce que je crois que c'était un peu la suite des indignés, enfin c'est plus en Espagne le cas, mais en Grèce aussi c'est réellement une alternative au pouvoir en place. Et s'ils vont pas au bout de leur démarche, quelles que soient les conséquences, après moi je peux pas dire que je suis un expert là-dedans, même si au fond de moi j'ai l'impression que tout ça est quand même une grosse mascarade. S'ils vont pas au bout de pourquoi ils ont été élus, je pense que beaucoup de personnes, notamment nous en France et dans d'autres pays, on perdrait espoir aussi par rapport aux dirigeants, enfin aux nouveaux dirigeants, parce que les anciens, je pense qu'on a tous été un peu je sais pas comment dire, désillusionnés quoi. Ok. Lydia ? Alors moi, je trouve cette situation absolument scandaleuse de la part de l'Europe et entre autres de l'Allemagne, parce qu'en fait, il y a un problème de la dette grecque.
Et effectivement, elle est très importante. Et il y a une demande de certains disent qu'on devrait arrêter, enfin, de diminuer complètement la dette grecque. Et quand les Allemands se permettent de dire que c'est pas possible, alors qu'en fait, l'Allemagne n'a jamais payé la dette qu'elle devait à la Grèce après la guerre, et on a complètement exonéré les Allemands de cette dette. Je trouve ça absolument scandaleux. Avant de demander certaines choses, ces pays qui sont soi-disant le fleuron devraient déjà rembourser ce qu'ils doivent. Et je trouve ça absolument scandaleux. Oui, c'est du deux poids deux mesures. Voilà. Et ça, c'est une des choses qui me surprend. Effectivement, bon, il y a aussi ce problème, c'est que le peuple grec ne veut pas sortir de l'Europe. Et c'est un véritable problème entre même le propre gouvernement. Mais moi aussi, j'ai tendance à dire pourquoi la Grèce ne sortirait pas de l'euro. Est-ce que dans l'état où elle peuple, c'est une chose que je ne comprends pas. Mais je pense que déjà, la première chose, les gens qui donnent des leçons devraient payer leurs dettes et puis après, on en reparlera. En France non plus, d'ailleurs, je crois qu'on l'a jamais payé la dette. Non, on est à 100% du PIB, effectivement. Mais les réalisations de ces dettes-là, selon mon analyse, n'ont pas vocation à être remboursées, en fait. On ne va pas payer, monsieur. On ne va jamais payer. Claude ? D'abord, le FMI n'a strictement rien à faire en Europe. L'Europe est parfaitement capable de gérer ses affaires. Donc déjà, première chose, premier exit, FMI dehors, rien à faire. Ils n'ont pas à mettre les pieds en Europe. Ils dégagent. Ils ont assez assassiné de pays comme ça. Ils ne viennent pas nous emmerder. Donc eux, ils dégagent. Deuxièmement, les dettes, on s'en fout. C'est un problème informatique. Ça se gomme. Il suffit de mettre Supre. Puis ça dégage. Donc tout ça, c'est uniquement pour continuer à assassiner des gens et enrichir des financiers qui foutent rien d'autre dans la journée que d'assassiner les peuples. Donc je veux dire, la dette, c'est ridicule. On met Supre. Donc la Grèce doit faire défaut. Donc il faut que la Grèce fasse défaut. Puis j'espère bien qu'ils vont faire défaut. Enfin, moi, je me mets derrière. Je soutiens le gouvernement grec pour qu'il fasse défaut et qu'il fasse comme ont fait les Islandais aux banques anglaises et à Hollande, un grand bras d'honneur. On vous remboursera jamais. Puis démerdez-vous. Vous n'aviez pas à jouer avec notre argent. Parce que c'est ça, les financiers ont joué, ils ont perdu. Vous jouez au poker, vous perdez. Bon, vous perdez. Ils ont perdu. Puis voilà. Il n'y a aucun drame, il n'y a aucun problème. Ça, je veux dire, en plus, ça ne pose aucun souci sur le plan de l'équilibre Europe. Donc, j'espère que les Grecs vont faire défaut. C'est vraiment ce qu'il faut qu'ils fassent, tout de suite. Et vous verrez qu'on ne les fera pas sortir de l'Europe. On les laissera dans l'euro. C'est simplement les financiers qui ont joué lamentablement sur la richesse du peuple et qui perdront. Puis c'est tout, ça s'arrêtera là. Très bien, écoutez, Raphaël, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Tout a été quasiment dit. Je dirais juste, il y a eu des exemples d'annulation de la dette. Il y en a eu plusieurs en Équateur, je crois, avec Rafael Correa. Enfin, il me semble qu'il y a eu plusieurs annulations de dette, notamment en Amérique du Sud. Je dirais juste que, oui, franchement, on finirait par devenir complotiste. C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'ont pas organisé un peu ces dettes publiques pour pouvoir après couper les services sociaux en disant, vous voyez, pour rembourser la dette, il faut bien qu'on coupe les budgets sociaux. C'est ce qu'ils font sur tous les pays en Europe, donc on peut se demander si c'était pas planifié à l'avance. C'est un peu complotiste, mais on pourrait se demander. Effectivement, il y a d'ailleurs un très bon ouvrage de John Perkins qui montre que les dettes envers le tiers-monde ont été contractées tous en sachant qu'ils ne pourraient pas rembourser, que c'est un système de raquette en fait, donc on peut se poser la même question effectivement pour l'Europe. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est sur le coup de com' de Ségolène Royal sur le Roundup. Là ça va peut-être plus vous parler, puisqu'elle a dit que finalement le Roundup allait être interdit en France, mais en fait quand on lit vraiment le truc, il n'y a pas d'interdiction, c'est juste que les produits qui contiennent du glyphosate devront non plus être vendus dans les rayons, mais derrière le comptoir. Donc ça veut dire qu'on peut quand même continuer à les acheter. Et puis de toute façon, cette interdiction ne concerne que les particuliers, sachant que les particuliers, c'est seulement 20% des gens qui utilisent aujourd'hui ce genre de produits. Le 80%, c'est plutôt les professionnels, l'agriculture, quoi. Donc il y a ça, et c'est un deuxième point que je vais soulever, parce que les deux sont liés selon moi, c'est le fameux TAFTA. On voit qu'il y a eu un report du vote, c'était prévu le 10 juin au Parlement européen. Finalement, ça a été reporté, on ne sait pas trop quand, peut-être en juillet. Si tu veux réagir. 20%, je suis assez étonné du chiffre 20% de particuliers qui utilisent encore du Roundup. Ça, c'est, moi, ça m'arrive rarement, mais des fois, je vais chez les Jardiland, des trucs comme ça, et je vois qu'ils ont des gros rayons, et je me dis, mais qui achète ça encore aujourd'hui ? C'est le premier désherbant le plus vendu pour les particuliers. Mais c'est fou quoi, que les gens achètent encore ça aujourd'hui, même les particuliers, enfin les professionnels, ça m'étonne moins. Mais, et puis concernant Ségolène Royal, je pense que Hollande, il l'a utilisé, il l'a mis dans le pire ministère possible. Et elle n'aurait jamais dû accepter parce qu'elle avait un petit peu, selon moi,
dignité à sauver et on n'a plus, je pense, assis, debout, couché, la phrase qu'on lui dit, tant pis pour elle et sa famille et le nom de son père. Voilà. Jonathan ? Moi, je suis pas tout à fait d'accord et au risque de passer pour un naïf, je trouve que c'est quand même une petite révolution le fait que pour une fois, c'est peut-être même la première fois qu'on condamne Monsanto. Alors, certes, c'est sur un produit qui est aujourd'hui obsolète et comme tu dis, ça concerne peut-être que 20%, je connais pas les chiffres, mais en tout cas, le message envoyé est quand même assez fort, c'est-à-dire que enfin, on commence les institutions commencent à s'élever et à dire on arrête ces conneries quoi. Donc là, il est pas... après, c'est peut-être une logique électoraliste. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est une feinte en fait. Oui, mais de s'exprimer publiquement. C'est pour l'interdiction en tout voilà, cas. mais je comprends qu'après il y a des détours derrière ça, mais de s'exprimer publiquement contre Monsanto, je trouve que c'est un geste qui est quand même assez fort. Après, voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on va dire, parce qu'il y a énormément de choses derrière, et vous le savez d'ailleurs mieux que nous, il suffit pas de dire stop le Roundup au petit journal ou dans une quelconque émission de télé pour que les choses changent réellement. Mais c'est quand même un symbole fort quand même. Mais ça, ouais, c'est un beau symbole, voilà. Okay. C'est ce que je retiens moi en tout cas. Lydia, vous voulez réagir ? Quand vous dites que c'est un produit obsolète, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Le Roundup, c'est l'herbicide le plus consommé au monde. C'est l'herbicide le plus consommé au monde. Et effectivement, bon, elle ne touche que les jardineries, les particuliers. J'ai pas trop de... Moi, j'ai l'impression que c'est un couteau enfin, que c'est comme ça, parce que il était question qu'en 2020, de toute façon, tout ce qui était pour les particuliers, on supprime les produits de traitement, et entre autres le Roundup. Donc, elle fait une avance. Il y a des jardineries qui sont déjà dans cette situation-là, et elle aurait dû en parler. Je pense que plutôt que de stigmatiser, il y a déjà des jardineries qui n'utilisent plus du tout de produits qui sont complètement en biologie. Elle aurait pu aussi, plutôt que de montrer ce qui ne va pas. Et ça représente 20%. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Et j'ai du mal à accepter, pour tout ce qui est écologie, environnement et tout, on est toujours en train de stigmatiser le particulier. Et le particulier, que ce soit pour le Roundup, que ce soit pour l'utilisation de l'eau et tout, c'est tellement peu de choses par rapport au monde agricole où en fait on ne touche pas. Si on dit 20%, ça veut dire que les agriculteurs utilisent 80% du Roundup et dans des quantités importantes. C'est là qu'il faut toucher. C'est le particulier. Oui, on peut le faire, mais enfin il faut toucher le monde agricole. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est idéologiquement parlant. Peut-être qu'en termes de pratique, ça ne changera rien. Mais le fait de voir le Roundup comme quelque chose de nocif et de se positionner dans ce sens-là, je trouve que c'est un geste qui est assez fort. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plusieurs procès sur la publicité, par exemple, de Roundup à la télévision, contre Monsanto, et on ne sait pas pourquoi. En fait, quelque temps, ça s'arrête pendant un moment, et puis ils ont tellement de pouvoir, et c'est le problème de ces multinationales. En fait, il y a de nouveau de la publicité en disant que c'est écologique et tout. Je pense que c'est effectivement, elle peut le faire, c'est un message, mais il y a un tel pouvoir. Il y a un tel pouvoir de ces multinationales et de ne pas toucher au monde agricole, c'est là qu'il va falloir, c'est là où on va changer, que ce soit pour le Roundup, pour les produits de traitement et tout. Les particuliers ont une part de responsabilité, mais il faut arrêter de toujours dire c'est vous, particuliers, qui faites que la planète ne va pas bien. Attendez, effectivement, on est dedans, mais il y en a d'autres aussi. Elle n'a pas parlé des agriculteurs, elle n'a pas parlé du Roundup dans le monde agricole, et elle aurait dû en parler. Non, mais bon, c'est amusant, là, balancer deux scuds, là, le Nutella, en disant, c'est vrai que c'est une saloperie, le Nutella, faut pas oublier que c'est l'aliment le plus consommé du monde, hein. Le Coca-Cola, c'est la boisson la plus bu au monde, et le Nutella, c'est l'aliment le plus consommé sur la planète. Et c'est une vraie saloperie qui détruit les forêts de Bornéo, parce que c'est fait avec de l'huile de palme. Donc on a balancé ce scud que j'ai trouvé plutôt drôle. Elle est évidemment obligée de se rétracter, parce que Nutella, c'est la plus grosse firme agroalimentaire d'Italie. Donc comme c'est un voisin de la CE, il a fallu qu'elle se rétracte. Mais j'ai trouvé ça plutôt drôle comme scud, parce que c'est une saloperie qui détruit, qui colle le diabète à nos gamins, et du cholestérol, donc je trouve ça très bien. Et puis elle a balancé le scud du Roundup. C'est vrai que, comme dit Lydia, elle a accusé les gens. Bon, faut quand même savoir que le Roundup est hautement cancérigène, que c'est l'herbicide le plus consommé au monde, que sa consommation depuis les OGM a été multipliée par 5, hein, on est passé de 5 millions de tonnes à 30 millions de tonnes, 30 milliards de kilos de Roundup balancés sur cette planète tous les ans par cette firme d'assassins qui est Monsanto, hein.
Donc c'est quand même... bon, c'est comme je suis tout à fait d'accord, ça a été un scud, il aurait fallu qu'il aille plus loin, il aurait dû dire, attention, je veux interdire le Roundup parce qu'il est hautement cancérigène, et ça, il ne l'a pas dit. Ça, c'est dommage. Il y avait aussi le fait qu'il y a eu la manif du 25 mai, la marche mondiale contre Monsanto, et que maintenant, enfin, il y a 5 ans, personne ne connaissait Monsanto. Aujourd'hui, l'opinion publique est focalisée sur ça. Du coup, elle donne un peu, elle donne sans donner, selon ce que tu dis. Donc, bien du gras à moudre. Hein, voilà. Après, il faut voir les actes derrière, effectivement. Tu veux réagir, Raphaël? Tu connais, moi, quand je peux avoir le micro. Non, pour faire très bref, je crois qu'en Colombie aussi, ils ont interdit le Roundup, il me semble. Tu allais peut-être en parler ou... Non, je n'allais pas en parler particulièrement. Effectivement, en Colombie, ils viennent d'interdire le Roundup, donc il y a quand même des sujets d'espoir. Hein. Colombie Oui, c'est étonnant. Mais ils l'ont interdit pour... L'épandages. L'épandage en agriculture. Oui. Et là, c'est un argument extrêmement fort. Parce que là, en fait, si c'est en agriculture, ça sera aussi pour les particuliers. Et comme dit Claude, c'est quand même un scud, c'est tout. Avec la particularité que je crois qu'ils s'en servaient aussi pour éliminer les champs de coca en Colombie. Je crois, hein, le Roundup, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc, le troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est une étude d'un chercheur qui s'appelle Gilles-Éric Serralini. Donc il a mené une étude sur la nourriture qu'on donne aux rats de laboratoire. Il a analysé donc les croquettes qui sont utilisées pour nourrir ces rats. Et en fait, donc sur 13 échantillons de croquettes qu'il a prises, donc c'est des croquettes qui viennent de 5 continents, etc. C'est une étude qui est bien faite, hein, c'est son métier. Dans 9 cas sur 13, il y avait du Roundup dans les croquettes. Dans 11 cas sur 13, il y avait des traces d'OGM et dans un certain nombre de cas également, je ne sais plus comment c'est, il y avait des métaux lourds. Donc ça veut dire que finalement, on est peut-être en train de dire que toutes les études qui sont faites sur des rats de laboratoire qui ont mangé ces croquettes depuis 70 ans sont fausses. En tout cas, sont faussées. Sont faussées en tout cas. Donc c'est assez, moi ça me paraît assez alarmant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je trouve ça aussi alarmant et comme il disait tout à l'heure, c'est peut-être dans l'eau, et c'est déjà bizarre, je trouve, de nourrir des rats de laboratoire avec des croquettes toutes faites, en fait. Ouais, je t'en prie, Jonathan va expliquer. Non, je crois qu'on lui avait retiré son étude déjà il y a 2 ans à Serralini, c'est ça? C'est la seule étude d'ailleurs qui avait été jamais retirée. Donc j'attends de voir ce qui va se passer avec celle-ci, hein, maintenant. On va voir, moi ça me choque pas plus que ça, je sais pas si c'est parce que j'ai l'impression d'avoir lu tellement de scandales alimentaires que ça m'émeut pas plus, mais bon ouais, c'est vrai que ça revient après ce que disait Yuval par rapport à ce qu'on peut manger nous aussi potentiellement qui doit certainement pas être mieux que les croquettes des rats de laboratoire finalement. Enfin je fais pas allusion au repas du tout, hein, d'ailleurs. C'est vrai au quotidien quoi. Moi, j'ai l'impression, on connaît bien Éric Serralini, et on connaît particulièrement ce qu'il a fait, cette étude sur l'impact du Roundup et des OGM, puisque, en fait, les gens qui utilisent des OGM, les OGM pour le maïs ou le soja, ils sont résistants au glyphosate. Donc, ça permet d'épandre énormément de glyphosate, de Roundup, pour éliminer les mauvaises herbes et garder le maïs ou le soja. Et donc il a fait cette étude de l'impact des OGM et du Roundup, et effectivement il y a 2 ans il a montré que ça provoquait chez un certain nombre d'animaux des tumeurs. Donc là il est en train de montrer effectivement que toutes les analyses, moi j'ai travaillé avant de monter le laboratoire avec Claude, je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme et on travaillait sur des rats. Hein. Pour leur donner ce qu'on mange, voir comment ils réagissent. Et donc, effectivement, on donne des croquettes. Et donc, il dit que dans ces croquettes, il y a un produit qui a du glyphosate, il y a du métaux lourd et tout. Et je trouve que c'est quelque chose qui est à double tranchant. Parce que si Monsanto, vicelard comme ils sont, s'engouffre là-dessus, en disant, mais vous voyez, en fait, tout le monde en consomme. Les rats en consomment, il y en a dans l'eau, il y a des métaux lourds et personne n'est malade. Donc ça peut être une étude qui peut être à double tranchant. Effectivement, ça veut dire que les études qui sont faites ne sont pas avec 0 glyphosate, Roundup ou glyphosate, ne sont pas avec 0 métaux lourds, ne sont pas avec 0 pesticides. Mais en tant que scientifique, quelqu'un peut pouvoir dire oui, mais ça veut donc dire qu'on en consomme
et qu'en fait, il n'y a pas tant de danger que ça, il y a pas tant... Donc c'est des fois, et je suis d'accord, ça veut dire que le zéro n'existe pas et que nous sommes pollués partout. Il y a eu des études, 95% des nappes phréatiques et des cours d'eau sont pollués par des résidus de pesticides, par des résidus de glyphosate, par des métaux lourds. Effectivement, on est tous pollués, mais ça peut être dangereux en disant, mais vous voyez, vous êtes pollués et puis vous mourrez pas. Non, mais il y a quand même en même temps un côté qui est gravissime. Ça veut dire que toutes les études qui ont été faites sur des animaux pollués, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de témoin zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de témoin d'animaux mangeant correctement à qui on va rajouter, par exemple, du Roundup, ou on va rajouter le métaux lourds pour voir les effets sur leur santé. En tout cas, or, ils sont déjà contaminés. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin. Je précise, depuis qu'on utilise ces croquettes-là qui sont polluées, on ne sait pas depuis quand on utilise ces croquettes-là. Il faudrait savoir aussi. Oui. Il parlait de 70 ans. Dans l'article du reporter que j'ai lu. Donc ça veut dire que toutes les études sont fausses. C'est-à-dire tout ce qu'on a sorti comme médicaments pour les gens, etc., en disant que c'était inoffensif, c'est fait sur des animaux qui ne sont pas nourris correctement. Donc des expériences sans témoin, ça ne vaut rien sur le plan scientifique. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez tout jeter à la poubelle, tout ce qui a été fait sur les rats. Puis 70 ans, vous jetez à la poubelle, il n'y a pas de témoin. C'est gravissime, je vous le dis tout de suite, sur le plan scientifique, ça veut dire qu'on fait que de la merde depuis 70 ans en sciences sur l'alimentation à base de rats. Quitte à être ironique, soyons ironiques jusqu'au bout. Finalement, les rats, ils mangent autant de la merde que nous, donc finalement, les rats nous ressemblent. Non, mais le rat a été choisi. Je suis ironique parce que c'est triste en fait, c'est très triste. Non, mais le rat est choisi parce que c'est l'animal de laboratoire qui résiste. Effectivement, tous les laboratoires utilisent le rat parce que, au niveau de ses réactions et de sa résistance, c'est l'animal le plus utilisé parce qu'il réagit comme nous. Donc, non, mais surtout, il est le plus solide. C'est l'animal le plus résistant, je viens de dire. Le rat et le cafard et l'homme, c'est trois espèces vraiment qui se ressemblent dans le sens que quand ils sont là, ils détruisent tout jusqu'à ce que vous disiez tout à l'heure, jusqu'à qu'il vraiment il n'y a plus rien et tout le monde meurt et donc là ils se déplacent quoi. Et je suis d'accord avec toi, le rat c'est un peu de... Oui, il est d'une résistance incroyable. L'homme aussi. Hein. Moi, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, enfin par rapport à l'explication plutôt que tu donnais quant à cette étude, je me suis dit, mais en fait, ça va servir Monsanto et les autres, parce que si on s'aperçoit, intuitivement, je me suis dit, mais c'est en fait une bonne chose, c'est-à-dire qu'on peut tous manger des pesticides, des OGM, vu qu'ils ont élevé leur seuil de tolérance. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas eu du tout cette. C'est une vérité en science. Que vous avez eu vous, quoi, par exemple. C'est une vérité en science que dit Claude, mais Monsanto, il y a qu'à regarder. Ils ont complètement critiqué cette expérience qui était la première sérieuse sur un certain nombre d'animaux, de rats. On leur a dit que c'était pas la bonne espèce parce que j'ai oublié le nom de l'espèce de rat. Elle était plus sensible au cancer que l'autre. Enfin, on trouve toujours un biais et Monsanto trouve toujours un biais pour montrer qu'en fait, quelque part, les OGM ne sont pas dangereux, que Roundup n'est pas dangereux, que les métaux lourds. Et je suis d'accord avec Claude, il n'y a plus rien en tant que scientifique, comme il n'y a pas de zéro. Mais Monsanto, vicelard comme ils sont, peuvent dire, mais vous voyez, en fait, il n'y a pas de danger pour la santé. Et c'est une arme à double tranchant pour moi. Je voulais rajouter quelque chose. Mais moi, j'ai 2 chats et c'est vrai que les croquettes pour chats qu'on achète dans les supermarchés sont extrêmement toxiques pour les chats. Et il y a plein de maladies comme des cystites ou des répétitions, des choses comme ça. Et du coup, ça incite certains, comme moi, des gens qui vivent avec des chats, ça nous incite à acheter des croquettes chez les vétérinaires, qui là pour le coup coûtent 10 fois plus cher, mais ne sont pas contaminés par ces... Ça c'est à vérifier. Elles sont pires encore, elles sont pires encore à mon avis. Ah bon ? À vérifier. Veto. Eh ben, on vérifiera peut-être si on a le temps cet été. Faire une dégustation la prochaine fois, une croquette pour chat. Juste pour terminer un peu sur l'actualité, donc là c'est un dernier point qui est assez dramatique puisqu'on a appris le 22 juin le décès de Corinne Gouget. Donc c'est une personne qui avait travaillé sur les additifs alimentaires et sur l'aspartame. Elle avait sorti un livre qui s'appelait Danger additifs alimentaires. Elle se serait suicidée en se jetant sous un train. Donc c'est très difficile de trouver des informations, la presse n'en a quasiment pas parlé. Je sais pas, est-ce que vous connaissiez cette personne? Est-ce que vous voulez dire un mot? Bien sûr, ouais, je la connais bien, j'ai fait déjà une conférence avec elle au Théâtre de la Main d'Or. C'est tragique, puis c'est bien que ce soit le conditionnel. Si elle s'est suicidée, c'est pas gentil, hein, parce que nous on l'aimait bien, quoi. Après, j'en profite pour, on en parlait tout à l'heure, pour préciser que les gens qui sont dans un combat idéologique
et qui n'ont pas la possibilité de vivre dignement, matériellement parlant, eh ben, ils ont des fois des options tragiques qui s'offrent à eux, et il y a des gens qui s'en sortent. Et nous, le peuple d'en bas, on a tendance à vouloir toujours virer dès que les mecs ils gagnent un peu d'oseille, quoi. Et je crois que des fois, il faut accepter que nos élites idéologiques prennent de l'argent pour travailler avec nous, parce que ça foire, quoi. Et Corinne, elle galérait, elle avait des galères avec ses enfants, et elle pouvait pas s'en sortir parce que financièrement c'était dur. Et voilà, les gens, s'ils n'achètent pas son livre, ben, forcément, elle s'en sort pas. Et voilà, ben, c'est tragique pour nous tous, en fait. Voilà. Paix sur elle. Moi, je la connaissais pas du tout, donc je l'apprends là. Mais bah, je suis aussi très triste, quoi. Ouais. Je sais pas du tout ce qu'elle avait fait. En fait, apparemment, elle a fait des études sur l'aspartame. Sur les additifs alimentaires aussi. Et en fait, c'est quoi ce qui pourrait se faire, c'est que elle est dérangée au point qu'on la mette. Elle avait une notoriété telle que. Moi, je sais pas, l'enquête est probablement en cours. Après, les policiers partent sur l'hypothèse d'un suicide, mais moi, j'ai aucun élément qui puisse dire que c'est vrai, que c'est pas vrai. J'en sais rien du tout. Hein. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'elle embêtait Probablement. des industriels. Mais bon, ouais, paix à son âme. Deux choses, oui, elle est dérangée comme tous les lanceurs d'alerte, et puis c'est vrai que, comme on l'a dit, malheureusement sur un plan personnel et familial, c'était pas forcément facile pour elle depuis longtemps, quoi. Mais par rapport à la question de suicide, ou éventuellement, je lance pas de rumeurs, mais assassinat, il y a aussi, par rapport à ses enfants, des liens avec des réseaux sataniques, pour pas les nommer, quoi, par rapport à voilà, ceux qui connaissent le dossier, ils savent que, bon, moi, ce qui compte, c'est qu'elle soit partie, malheureusement. Vaut mieux ça qu'elle se soit suicidée, en fait. Je préférerais ça, à vrai dire. Parce que c'est regrettable que nous, finalement, l'ayons abandonnée, en fait. Parce que c'est ça, la réalité, bien que... Lydia, vous voulez réagir ? Non, moi non plus, je ne la connaissais pas, mais effectivement, on peut pousser quelqu'un qui est marginal et qui dénonce certains faits, et on peut aller jusqu'à, effectivement, se suicider. Mais les lanceurs d'alerte, et je pense par exemple à Gilles-Éric Serralini ou Ben Vénis, ou des gens, Gilles-Éric Serralini, qui... en fait, critiqué dans son travail, là, c'était pas un problème financier, mais critiqué dans son travail par des Monsanto ou par des grosses boîtes qui dénoncent soit les OGM, soit le Roundup, soit l'aspartame, soit le bisphénol, soit même nous. Je veux dire, en fait, il peut y avoir des pressions qui conduisent pas au suicide, mais qui mettent très très mal à l'aise les gens. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est un combat sans arrêt. Et il y a des gens qui n'ont peut-être pas, parce qu'ils sont pas soutenus dans leur famille. Bon, si elle avait des problèmes, voilà. Et bon, il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir. Mais on peut blesser extrêmement. Ces boîtes peuvent blesser très très fortement des gens qui sont dans un combat. Moi, je pense à Claude et à moi, si on n'avait pas ce qu'on vit ensemble, parce que bon, on vit une très belle histoire ensemble, je pense qu'il y a des moments où on aurait baissé les bras, on aurait arrêté. Il faut vraiment, quand on s'attaque à ces problèmes-là, l'aspartame ou le Roundup, il faut en vouloir. Du coup, moi, c'est pour ça que je précisais bien sur le fait que s'émanciper en fait du système, il faut pouvoir être autonome matériellement. Et du coup, je pense que c'est votre cas. Et ce que je disais tout à l'heure, nous, les prolétaires de France, on a été toujours éduqués à haïr les gens qui ont des sous. Et dès qu'il y a un d'entre nous qui réussit, on a tendance à tirer vers le bas. Et je pense que c'est important que nous, la France descendant, comme dirait Hollande, on soutienne les bonnes personnes et rendre riche qui on veut. D'ailleurs, on peut rendre riche lui ou lui et choisir. Là, par contre, je suis tellement d'accord parce que on a trop tendance, ces gens-là, ou des gens dont on fait partie, ce problème financier ou de dire il en a plein les poches et tout. Faut savoir, il y a des riches qui polluent la planète et on les tolère tous les jours dans les médias, on leur fait, et quelqu'un qui va, peut-être parce qu'il gagne de l'argent, parce qu'ils vend un livre et tout, là, d'un seul coup, il va être... et ça, il faut arrêter. Je pense qu'il faut aussi choisir ses cibles. Claude, vous voulez réagir ? La mort d'un lanceur d'alerte, c'est toujours une tragédie. Il faut savoir que quand on décide de se lancer dans cette entreprise de lanceurs d'alerte, vous savez, il faut être comme les chevaliers du Moyen-Âge, il faut une armure.
Et l'amour au Moyen-Âge, c'était l'amour de Dieu. Hein, mais ça peut être l'amour du proche, ça peut être. Mais il faut s'armer. C'est un combat de chevalier. L'amour de Dieu aujourd'hui, c'est encore utile. Oui, je pense que c'est encore un peu utile. Et puis, oui, il faut s'armer, il faut avoir un bouclier. Hein, bouclier spirituel, hein, bien entendu, mais il faut un bouclier parce qu'attention, d'ailleurs, le fait qu'ils voient que le système craque, c'est pour ça qu'ils sont devenus tellement méchants. Ouais. Vous comprenez, tant qu'ils étaient les empereurs, mais ils s'en foutaient. Ils se moquaient de nous, ils nous traitaient comme de la merde. Mais là, ils se rendent compte que les choses commencent à bouger. Donc là, ils deviennent très très méchants. Hein, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts. Donc il faut vraiment mettre le bouclier spirituel dans ce genre d'aventure. Il ne faut pas y aller à la légère. Merci. Bah écoutez, on va pouvoir passer au débat à proprement parler. Raph, tu veux peut-être conclure? Moi, je l'avais rencontré avec Jonathan. Il y a beaucoup de Jonathan Sœur, mais c'est encore un autre Jonathan. C'est Jonathan Moadab, cofondateur du Cercle. Et oui, c'est vrai que c'est tragique. Hein, je suis exactement sur la même longueur d'onde. La disparition d'un lanceur d'alerte, c'est toujours une tragédie. Moi, j'avais une info que je voulais, un petit fait divers que j'ai lu cette semaine. Ça ferait un peu bizarre comme transition, mais du coup, je vais pouvoir passer la parole à Yuval qui avait quelque chose à dire, donc je l'invite à venir. Et en attendant qu'il arrive, je vais vous parler de ce petit fait divers, mais vous allez voir l'ampleur du fait divers. En Chine, ils ont découvert un stock de 100 000 millions de tonnes de viande avariée, c'est-à-dire les stocks les plus vieux avaient 40 ans. C'est des stocks surgelés. Donc bon appétit, heureusement c'est du bio. Mais ceux qui vont chez McDo et compagnie, on sait que des fois il y a des trucs qui viennent par cargo de Chine, surgelés. Voilà. C'est pas, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que 100 000, je redis les chiffres, hein, 100, mais moi-même j'ai cru avoir la berlue et j'ai regardé différentes sources, c'était bien, c'était pas une coquille. 100 000 millions de tonnes de viande hors d'âge. Hein, là c'est du hors d'âge, hein, quand on est en whisky, en rhum, millésimé. C'est ça, qui est bien maturé. Tous les stocks, tous les 100 000 millions de tonnes n'étaient pas de la viande avariée. Enfin, je vais dire de 40 ans, mais il y avait du 20 ans, du 30 ans, il y avait de tout. Mais il y avait quand même des stocks de 40 ans, quoi, et congelés. Donc, on sait que quand c'est congelé, malheureusement, la vie macrobiologique continue. Et donc, voilà. Donc, tu voulais intervenir. Baptiste est parti, donc merci à Baptiste. J'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Désolé, Baptiste. Non, alors je vais lui laisser là rapidement. On était sur les lanceurs d'alerte. Je vais faire une petite digression, transition également. Parce qu'on était sur le Roundup, on était sur le lanceur d'alerte. J'ai eu la chance de pouvoir étudier un petit peu la gestion de l'eau. Je me suis spécialisé dans ce domaine, pas uniquement dans la cuisine entre amis. Et donc du coup, dans ce cadre-là, je me suis alerté effectivement aux différentes sources de pollution principales. Il faut savoir que dans les deux composés qui sont les plus menaçants sur la pollution de l'eau, on trouve de sources pharmaceutiques et agricoles. Donc justement, c'est d'où la thématique de l'émission. Et sous sa forme agricole, ce qui nous fait le plus peur, c'est clairement montré, c'est les pesticides. La petite alerte que je vais lancer avec ces pesticides, c'est qu'on va trouver aujourd'hui dans les supermarchés ou dans certains commerces des pesticides avec marqué sur l'étiquette biodégradable. Biodégradable aujourd'hui, ça ne veut pas dire bon pour la nature, attention. Biodégradable, ça veut dire que ça se dégrade dans la nature. Effectivement, c'est des pesticides qui se dégradent en d'autres pesticides dans la nature. Et les pesticides qui en découlent sont pas forcément moins nocifs que le pesticide initial avant dégradation. Donc biodégradable, pesticide, si vous voulez respecter votre environnement, ne vous laissez pas berner. Voilà pour ma petite alerte. Merci beaucoup. Merci. Donc on va pouvoir commencer le débat. Je vais accueillir donc maintenant Alexandre Lombroso qui est donc le réalisateur du documentaire. C'est lui qui a tourné, il a fait caméraman. J'imagine vous êtes deux ou peut-être plus dans l'équipe. Non, on était tous les deux, ouais. Donc lui derrière la caméra. Tout binôme. Moi en l'occurrence j'étais devant et toi devant. Ok. Eh ben bienvenue. Bonjour. Merci. Eh ben, on va donc commencer ce débat maintenant sur l'agroécologie, si vous le voulez bien. Donc, si tu veux te servir, Oui, je vais pas hésiter. Voilà, il doit y avoir un verre d'eau ici pour toi également. Voilà. Toujours rien pour toi. Tu t'es puni. Je respecte ton engagement spirituel, ton chemin. C'est très important de respecter. Je le vis très bien, ça va. Ok. C'est agréable.
Eh ben donc on est parti. Donc l'agroécologie c'est un thème super vaste, super large. Donc je vous propose qu'on commence à parler un petit peu, de faire un petit rappel historique, parler de l'industrie de l'agroalimentaire et de quand est-ce qu'on a commencé à polluer à grande échelle. J'avoue que c'est un sujet que je connais assez mal, donc je vais faire assez vite un tour de table. Et donc du coup en réponse, quand est-ce qu'il y a eu une prise de conscience justement du côté néfaste de cette agriculture intensive et quand est-ce qu'on a commencé à réagir par rapport à ça? Claude, on va faire le tour dans le sens inverse pour une fois. Donc l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire basée sur une convention, date d'après la guerre de 14. Les usines de la guerre de 14 avaient mis au point des barbelés, des tanks, des nitrates qui servaient à faire les bombes et des gaz de combat. Et à la sortie de la guerre, ces usines, évidemment, elles n'avaient pas envie de fermer. Il fallait qu'elles continuent à écouler leurs produits. Donc ça a permis de raser les haies, de remplacer ça par des barbelés. On a transformé les tanks en tracteurs. Les nitrates des bombes ont été mis comme engrais dans l'agriculture. Et les gaz de combat ont été transformés en pesticides. En particulier les fameux organochlorés, le DDT, etc., qui viennent des gaz de combat. Donc tout est parti de la Première Guerre mondiale. Ça s'est amplifié à la Deuxième. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale a permis l'entrée de tous ces produits, surtout dans l'agriculture nord-américaine. C'est les Nord-Américains qui ont commencé vraiment à l'appliquer massivement. Et c'est arrivé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est là qu'a démarré l'empoisonnement de nos sorts. C'est l'application de systèmes militaires à l'agriculture. D'accord. Et le début de la prise de conscience ? Vous avez fait partie des pionniers ou Alors les premiers à réagir, c'est les mouvements d'agriculture biologique des années 50, avec Claude Aubert, avec aussi en Angleterre, il y a eu aussi des prises de conscience. Ensuite, il y a eu Rachel Carson en 64 qui a sorti Le Printemps silencieux en montrant que ces insecticides tuaient tous les oiseaux. Donc ça a été les premiers grands lanceurs d'alerte, quoi. Mais avant que ça passe que ça bouge, il a fallu beaucoup de temps parce que c'était des usines puissantes. D'accord. Et alors Lydia, quand est-ce que vous avez fondé le LAMS, le laboratoire d'analyse microbiologique des sols ? On a fondé, l'inauguration du laboratoire a été en 1990, donc il va avoir 25 ans cette année, mais en fait on a quitté l'INRA en 89 et l'INRA, je précise pour les internautes, Institut National de Recherche Agronomique, et on l'a quitté en 1989 et pendant 6 mois, on a essayé de voir si on allait pouvoir s'en sortir, quoi. Mais l'inauguration officielle, en fait, c'est 1990. Donc il a 25 ans. Et c'était la concrétisation d'un certain nombre d'années d'engagement déjà pour vous ? Oui, c'était une vraie concrétisation d'années d'engagement, mais à refaire, je le referai, ça c'est sûr, parce que je pense que quand on a une conviction, mais à l'époque, en 1990, parce que nous, on a commencé, en fait, si on peut vraiment parler de notre histoire, ce qui nous a vraiment fait changer, et on a fait partie du premier, parce que les gens n'en parlent pas, les pionniers en agriculture biologique et en biodynamie, c'était un collège qui se situait à Beaujeu, le collège de Beaujeu à Malval, et c'était Suzanne et Victor Michon, et en 1982, ils font la première école agricole en biodynamie. Donc dans les années 80, enfin même 85, quand vous parliez de biologie et de biodynamie, là vous faisiez complètement descendre en disant bon, de toute façon les babacools, les sectes, les écolos, et la biodynamie c'était encore pire. Et puis cette notion aussi que agriculture biologique, c'était les fruits, on les traitait pas, donc même s'ils étaient véreux, même s'ils étaient pas beaux, alors que c'est pas ça. Un produit biologique, une pomme, elle ne doit pas être véreuse, elle doit être de belle qualité. Et ça a été une véritable... Parce qu'il y a des gens qui sont intervenus, et ça a été, pour Claude et moi, un vrai changement. Parce qu'on a appris, ces gens-là nous ont complètement remplis de leur énergie de ça, et en 89, on s'est dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas rester dans cet institut-là, on va en crever. Et donc on a quitté, parce que l'écologie, c'était
je vous assure, c'était vraiment très très dur. Dans les années 80, enfin, c'était impensable de parler d'écologie, d'environnement. Maintenant, on surfe là-dessus tous les jours, quoi. Oui, l'INRA, c'est un peu, pas un monstre, mais c'est une grosse institution en tout cas. Et puis c'est très académique, j'imagine. Donc c'est pour qu'il y ait des nouvelles idées qui puissent se répandre dans une institution aussi grosse et aussi ancienne. Forcément, il y a une sorte d'immobilisme dans tout ce qui est académique. Oui, c'est sûr, mais d'ailleurs on voit, nous, quand on est parti, qu'on parlait d'écologie, de l'agriculture et puis la terre, en fait on s'est fait complètement descendre en disant, bon, les babacools et tout, et maintenant, comme c'est complètement dans l'air que l'écologie, l'INRA est en train de s'approprier complètement, en disant c'est nous presque les premiers qui avons parlé de la biologie des sols et tout. Ils sont de tous, mais il faut quand même savoir que l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, n'est pas un organisme libre. Il reçoit de l'argent de multinationales pour fonctionner. Et quand vous recevez de l'argent de multinationales, vous n'avez pas la liberté de publier certains résultats ou de dire certaines choses. Ça, même s'ils disent que c'est pas vrai. Mais bon. C'est le second élément que je voulais justement aborder, c'était le lien entre l'INRA et les finances, enfin certains lobbies, on va dire clairement privés, quoi. Le premier directeur de l'INRA était M. Bustaret, qui était président de l'Union des industries productrices de pesticides. Vous comprenez l'indépendance de l'Institut, quand vous avez comme directeur le président des unions des usines qui font la liberté, un peu biaisée. Alors comment vous avez pu lancer votre aventure dans les années 80 pour votre laboratoire, au début des années 90 pour votre laboratoire, pour les financements, ça n'a vraiment pas dû être facile, quoi. Ah non, ça a été, franchement, ça a vraiment été très très dur, parce que, en fait, on a vécu... On était, bien entendu, déjà absolument pas soutenus par les instituts publics, et puis les agriculteurs en conventionnel nous vivaient comme des gens pas acceptables, puisqu'on allait, entre guillemets, critiquer, mais enfin se positionner par rapport à ces produits. Et à l'époque, il faut voir que même les agriculteurs en biologie, qui vivaient sans arrêt avec quelqu'un qui disait que c'était pas bien, en fait, l'agriculture biologique, au départ, n'a pas fait que de bonnes choses. Mettre du compost de mauvaise qualité, en mettre de trop. Il y a eu des gestions qui n'étaient pas faciles et pas normales en agriculture biologique. Entre autres, je vous dis, quand une pomme était pleine véreuse, on vous disait elle est bio. Non, normalement, une pomme, un produit de qualité, il n'a pas... Et en fait, on s'est trouvé où aucun agriculteur voulait travailler avec nous, ni les conventionnels, ni les agriculteurs biologiques, parce qu'ils avaient peur qu'on leur dise quelque part ça va pas bien. Et de temps en temps, on disait non, ça va pas bien. Donc non, les premières années, ça a été très très dur et les choses, hélas. Moi, je dis vraiment hélas, parce que franchement, je suis maman on a une mère de famille et puis de petits-enfants. Hélas, j'aurais vraiment aimé me tromper. J'aurais vraiment aimé que ce soit moi qui ai tort. Et de dire, tu t'es fourvoyé dans tes pensées. Mais hélas, ça nous donne raison et on est en train de parler de la perte de la biodiversité et tout. Si j'avais eu tort, ça voulait dire qu'en fait, la planète allait beaucoup mieux. Et hélas, ça nous donne raison. Et ça m'embête. Alors, on va parler un petit peu de la richesse du sol et de la macrobiologie du sol. Je m'adresse à vous deux, même si les spécialistes sont en face, justement pour savoir si vous avez bien retenu la leçon. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce phénomène de désertification et pourquoi c'est intéressant et c'est important d'avoir des vers de terre dans la terre? Première question, pour les vers de terre, c'est d'abord de la masse. Allez, ça marche. Je dirais que la désertification, avant même la désertification des champs, Claude, je l'avais entendu dire qu'on bétonnait, on goudronnait un département français tous les 10 ans. Et je crois tous les 7 tous les 7 ans maintenant, voilà. Donc ça évolue vite. Et ça, ça m'a touché à tel point que mon association s'appelle les Brises Bitumes. Et ça, je pense que c'est gravissime. Après, concernant la richesse et la vie du sol, je pense être complètement un exemple clair du fait que c'est possible et c'est pas si compliqué que ça. Moi, mes inspirations, elles sont devant moi là. Clairement, c'est comme si j'avais Barry White ou Al Green. René Dumont et les Bourguignons, pour moi,
c'est totalement ça, quoi. C'est Internet, clac, ok, bon, bah alors comment on fait? J'avais 14 ans et ma mère, elle m'envoie chercher une salade et je lui ai ramené un chou. C'est pas des conneries. Et pourtant, là... Parce que c'est magnifique. C'est vrai. Et pourtant, là, mon potager, il y a à manger de partout. En plus, là, on est au mois de juin, donc... et il y a à manger de partout, et j'ai de la salade, de la roquette, et voilà. Et tout ce que je sais, je l'ai appris dans les vidéos, beaucoup par Claude Bourguignon et Lydia. Pas que, hein, il y a eu aussi un peu de terrain, mais je connaissais rien du tout. Et en fait, à partir du moment où on a compris qu'un sol ne doit pas rester nu, après en bricole, je crois qu'il n'y a pas de... Par exemple, on parlait tout à l'heure du semi-direct sous couvert vivant. C'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aimerais atteindre. J'y suis pas encore. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de... On aime dire en permaculture, il faut faire une butte, ou il faut mettre du BRF, ou... Il n'y a pas de... Il faut, en fait. Tu ressens le truc, et si le sol, tu l'aimes et tu comprends que c'est vivant, tu le protèges, et bien après, il travaille à ta place. En fait. Moi, je suis un entier, du coup, je suis feignant. Et je blague, mais et du coup j'aime voir que ça travaille tout seul en fait. Et encore une fois, Claude, une fois je me souviens, il avait dit dans une vidéo, il avait parlé de semoule, et moi c'est ma référence. Ouais, du couscous. Ouais, du couscous. Et du coup moi c'est ma référence, c'est-à-dire que je recherche ça absolument, parce que la terre elle ressemble à de la semoule, et du coup dans une autre vidéo il disait que tu prends, tu sens comme ça. Et les anciens faisaient ça, et même si pour l'instant j'ai pas de résultat, mais quand je vois ma terre, je prends, je sens, et avec le temps, je sais que ça marchera, quoi. Et alors, juste pour... oui, c'est vrai que c'est de l'expérimentation avant tout, quoi. Avoir un potager, c'est de l'expérimentation. Il n'y a pas de règles ultimes, etc. Voilà. Et est-ce que tu laboures, par exemple? Non, grelinette dès la première année. Grelinette dès la première année, j'avais du carex. Donc, c'est-à-dire pour déblayer ça à la grelinette, je mettais 1 heure. Et aujourd'hui, je vois que ça va, quoi. Il y a des difficultés, les adventistes qui viennent et tout. Des fois, j'oublie de couvrir, ou j'ai paillé trop avec du verre, donc j'ai des milliards de limaces. Mais en fait, la nature fait des conneries, nous les hommes, mais elle est généreuse, quoi. Tu donnes 1, tu reçois 10. Et j'ai jamais rien traité à part que du purin d'ortie ou du purin de consoude. Et ça marche, quoi. On mange, je ramène à ma mère des potirons comme ça, je suis content. Jonathan, je vais peut-être donner la parole à ton collègue qui ouais, n'a bien pas sûr, encore parlé. ouais. Alexandre, donc... oui, bien sûr, évidemment. Oui, bah, en fait, ce qui est incroyable, c'est que le travail de Lydia et Claude Bourguignon, ça va nous amener, si on le comprend, vers un autre monde, mais qui est nouveau. Souvent, les gens, quand on parle de l'alimentation, de nourrir la planète, et face en fait aux multinationales, ils se disent mais vous voulez revenir avant, au système d'avant. Mais en fait, le travail justement sur la vie du sol, il faut vraiment se rendre compte que c'est une nouveauté, qu'elle soit si bien traitée, vulgarisée et compréhensible. Bon, en tout cas, elle est compréhensible si on y met le pied et qu'on pratique comme toi. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est-à-dire que le monde de demain agricole, on le connaît toujours pas, mais en tout cas, on a des nouveaux fondements écologiques qui reviennent sur plusieurs milliers d'années d'erreurs, sur des nouvelles manières de faire, la permaculture qui est finalement une science, on ne sait pas jusqu'où elle va nous amener. Mais c'est ça, c'est moi, dans notre travail avec Jardinier Levez-vous, lorsqu'on parle à des citadins, parce que ils nous demandent mais comment veux-tu faire, on est 9 milliards sur place, mais tu t'en rends pas compte. Finalement, l'argument des multinationales qui nous disent qu'on ne peut pas faire sans elles. Il faut comprendre qu'il faut se mettre le nez là-dedans, dans ce travail, parce qu'on a des solutions, on a des nouveautés, et l'agriculture peut nourrir la planète de manière saine et naturelle. C'est ça. Je peux? Il y en a pas une autre. Je suis d'accord, mais à la fois, je suis d'accord sur ce que tu dis, sauf sur l'idée qu'il y a un progrès possible. Moi, je pense que, comme disait Claude dans une vidéo où il prenait les anciens sentaient la terre, je pense que les anciens, il y a 1000 ans, quoi, ils savaient très bien comment ça fonctionnait. Les maraîchers parisiens du 18e, ils nourrissaient Paris. Et ils avaient des haies. Si tu regardes un plan une vue aérienne de la France en 1900, tu vois que le pays il est magnifique. Et je pense que René Dumont, il a été en son temps pas pacifier, mais transmettre à certaines civilisations le savoir des Français. Mais avant ça, Napoléon avait été l'emprunter aussi, que ce soit les Berbères, les Africains, les Mayas. Par exemple, moi j'utilise les 3 sœurs. Donc les 3 sœurs, ils mettent cucurbitacées, haricots, maïs dans la même graine. Et ben ça, c'est un savoir. Comment? La milpa. Milpa, voilà. Mais moi j'appelle ça les 3 sœurs, j'avais entendu les 3 sœurs. Et ben du coup, ce truc-là, le résultat sur la terre, c'est un progrès dans le sens que
Mais en fait, c'est ancien, quoi. La milpa, je crois que c'est Marie-Monique Robin qu'on parle dans Les Moissons du Futur, un Oui, petit peu. mais c'est ancien, oui. C'est très ancien, ancestral. c'est au Mexique. Tout ça pour dire que le progrès, en fait, en réalité, c'est le retour. Et moi, je dis, mon spectacle s'appelle Retour vers la nature. Et je pense que si tu es dans une forêt à avancer comme ça, et qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu t'es gouré de chemin, si tu retournes, ça reste du progrès, en fait. Revenir en arrière, c'est le progrès. Et voilà. Mais c'est-à-dire que la différence aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'on a des outils qui nous permettent, déjà, dès l'instant où tu constates ton erreur, t'es dans le progrès, tu vois, c'est pas une régression quoi qu'il arrive. Mais en plus de ça, aujourd'hui, on n'a pas théorisé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des outils qui sont mis en place pour voir l'efficacité de ces choses-là, alors qu'avant... C'était le cas avant. Oui. Et c'est ça le plus. Bah oui. C'était le cas avant. C'est l'explication de ce que faisaient de façon empirique les anciens. Et en fait, maintenant, on a la science, quand elle est mise au service de l'agriculteur et de l'agriculture, d'en fait d'expliquer pourquoi ça marche. Et les anciens le faisaient par empirisme. Et c'est ça qui est magnifique. Et nous, notre travail, c'est quand même de montrer, parce que les anciens sont quand même beaucoup critiqués, puisque nous, les gens nous disent les Bourguignons, on va retourner à l'âge de pierre, on va piocher et tout. Non, il faut utiliser le modernisme, il faut utiliser certaines machines. On n'est pas là. Je suis même pas d'accord, Lydia. C'est-à-dire qu'on est dans un pays avec 14% de chômage. Si on enlève les tracteurs, demain, il n'y a plus de chômage. Non, mais... Après, c'est dur, mais est-ce que ce serait de la folie que d'arrêter ce modernisme-là? Non, mais partons du principe qu'on vole le pétrole. Oui, on n'a pas les moyens de se payer le pétrole, le coltan, tout ça, toutes ces machines. On n'a pas les moyens. Du coup, est-ce que si on revenait en arrière et qu'on se payait le luxe d'offrir à tous les Français un travail, c'est-à-dire qu'un tracteur, combien d'emplois il prend? Mais de toute façon, les tracteurs sur le monde, ça représente très très peu de personnes. Hein. La majorité des agriculteurs dans le monde travaillent avec leurs mains. Mais je veux dire, beaucoup de gens pensent qu'on va revenir à cet âge de pierre, la pénibilité. On a des possibilités, mais ce qui est important, c'est que on a des moyens d'expliquer que ce que faisaient les anciens, en fait, c'était la vraie voie. Et c'est ça qui est important. Il y a de temps en temps, cet empirisme, c'était parce qu'ils observaient, ce que les scientifiques ne font plus, on fait tout, pas nous, parce que nous, on est sur le terrain, on est dans un laboratoire, on fait des schémas et on dit on va l'appliquer à la nature. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est l'inverse. Mais la science peut expliquer certaines choses et ça permet d'avancer. On peut pas la rejeter complètement. La science peut expliquer des choses. La science, bien sûr, on en a besoin, mais par rapport à la pénibilité, comme vous disiez, parfois ça peut être très bien une légende, et les anciens, ils vivaient très bien. En tout cas, plus dignement que nous, très certainement, parce que nous, on a quand même en France du sang sur les mains, je trouve. Et comme vous dites, le retour à l'âge de pierre, on aime souvent dire aussi le retour à la bougie. Ben moi, je trouve que, personnellement, si une lampe fluo-compacte, elle me file le cancer, je trouve qu'une bougie, déjà, c'est une plus belle lumière. Et ça me permettra de dormir moins à 4h du matin. Si la lumière elle me gêne, je dors et puis je me réveille avec le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je comprends tout à fait. Moi, je suis pas du tout... je suis tout à fait d'accord. On peut, quand on voit que dans le monde agricole, à l'heure actuelle, quand on cherche des mains pour vendanger, pour biner un jeune du terrain, il y a personne, on ne trouve plus, le monde agricole ne trouve plus de mains pour travailler, pour conduire le tracteur. Et quand on voit le nombre de chômeurs, si on leur mettait, je suis tout à fait d'accord. Et pour faire une agriculture qui va nourrir de façon, mais bien, c'est-à-dire pas je parle pas de la table que nous avons là ce soir, qui est magnifique, mais en produits de qualité, il faudra vraiment remettre des mains à la terre. Hein. Il faut remettre des gens à la terre. On ne peut faire une agriculture durable, respectueuse de l'environnement et qui nourrit bien nous, nos enfants et nos petits-enfants. Il va falloir remettre des mains à la terre. Mais de toute façon, avec les 14% de chômage, pour moi, c'est une évidence que le RSA, l'assistanat du RSA, c'est un vrai problème, quoi. Parce que moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui me prétendaient être des petites structures avec 100 hectares. Si un agriculteur il a 100 hectares et qu'il n'a pas de tracteur, forcément, il est obligé de
presque à louer à un mec 3 hectares, 2 hectares, et puis les mecs ils bossent vraiment quoi. Et parce que le RSA, au final, on mange mal, on vit mal, et moi je préférais, si j'étais vraiment dans la misère, je préférais être sur une parcelle d'un propriétaire et lui remettre une partie de ma récolte et vivre quoi. Ouais, mais pour arriver à ça, il va falloir revaloriser le métier d'agriculteur. Il faut arrêter de dire que les agriculteurs, c'est des cutéreux, c'est des ploucs, c'est le métier le plus difficile de la planète. Il n'y a pas métier plus difficile, et on considère que l'agriculteur, c'est un con, excusez l'expression, il n'a pas fait d'études, il a le cul sale, non, c'est lui c'est la profession qui nourrit. Il faut revaloriser ce métier. Il faut dire que c'est vraiment un métier de noblesse. Et à ce moment-là, on aura plus de jeunes qui rentrent. J'ai un ami qui me dit que normalement cutéreux ça devrait pas être une insulte, parce qu'en fait quand on a les mains dans le cambouis, on a les mains dans le cambouis quoi. C'est normal, et que c'est bien quelque part, c'est un plaisir aussi. Tous les enfants ont aimé jouer avec la terre, avec la gadoue, avec le sable. Voilà. Donc Alexandre, tu voulais rajouter? C'est ça, je voulais dire, c'est par rapport à la pénibilité du travail agricole. Et effectivement, moi j'ai cette impression, parce que je travaille pas la terre, mais que aujourd'hui on aura peut-être une nouvelle organisation du travail qui est possible et qui est moins pénible, avec plus d'intelligence, plus de préparation. C'est une idée reçue, la pénibilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des tout petits moyens. Comme je te disais, j'ai pas de pompe, je arrose avec de l'eau de rivière. Hier, j'ai porté donc les 400 litres de flotte. Donc 400 litres pour les mettre dans la brouette, pour remplir le truc, puis pour réarroser, parce que je suis mal organisé. Mais au final, je suis pas dans une salle de sport à me regarder dans un miroir. Je suis en bonne santé. C'est tellement vrai. Je regarde pas la télé parce que j'ai pas le temps, ça me passe pas par la tête de regarder la télé. Et à l'époque, tu vois, par exemple, moi je commence un peu à maîtriser la faux. Et à l'époque, je me disais, la faux, comment tu peux voir un champ de 100 hectares? Mais maintenant que j'ai compris qu'un champ de 100 hectares, ça n'existe pas en réalité, et qu'à la faux, en fait, avec une bonne équipe et de la musique, moi je sais que je peux couper dans une journée à la faux sans problème 1000 mètres carrés. Sur internet, on voit d'ailleurs des images de compètes où ils avancent comme ça, il y a des surfaces, et on voit celui qui passe à fond. La course, une débroussailleuse avec une faux, et le gars avec la débroussailleuse, il est ridicule. Et le gars avec la faux, il a 50 ans, il est comme ça. Je dis doucement, monsieur, calmez-vous. Il est en forme. Et la pénibilité, c'est faux. Et même les enfants, ils ont toujours travaillé. Les personnes âgées, par exemple, une salade, elle monte en graines, 300 graines par salade. Moi, par exemple, je suis valide, ça me fait chier de faire ça. Et bien ma mère, qui est pas en super forme, ça lui plaît. Elle se pose à table, elle se fait des petits commérages, elle enlève les graines de fleurs. Mais ça, c'est un boulot important aussi. La récolte, d'ailleurs, ça a toujours été, je pense, les femmes qui s'occupaient de ça. Et du coup, la pénibilité, c'est faux. En fait, c'est plutôt des efforts physiques, ça demande beaucoup d'efforts physiques. Et après, la pénibilité, c'est plus quand on a des mauvaises récoltes, s'il y a un drame climatique. Ça, c'est forcément, pour un paysan, pour un agriculteur, c'est forcément pénible. C'est un moment pénible à passer. C'est pour ça que c'est une profession qu'il faut protéger, c'est que c'est la seule profession au monde qui dépend du climat. Un industriel, lui, il peut produire des bagnoles n'importe où, dans n'importe quel climat, il s'en fiche qu'il pleuve ou qu'il vente. Pas l'agriculteur. Donc, une société qui ne veut pas protéger son agriculture, c'est une société qui se suicide. S'il y a vraiment une profession qu'on a besoin d'aider, c'est les années où il y a des mauvaises récoltes. Là, il faut les aider parce que c'est eux qui nous nourrissent, vous comprenez? Et on ne le fait pas, on les laisse disparaître. Hein, donc, c'est aberrant. Et sur la pénibilité Là, concernant la pénibilité, nous, on le voit, le plus d'accidents avant, c'était les accidents du travail. Maintenant, les accidents, c'est les accidents de loisirs. Quand on voit des gens qui, le dimanche, vont grimper, j'ai rien contre les gens qui font du vélo, de la gonflette ou tout ce qu'on voudra, mais quand on leur demande le 10e de ça dans le champ, là, il n'y a plus personne. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Quand vous êtes en train de biner une vigne parce que les jeunes plants, il n'y a aucune machine, sinon vous saccagez tout, et que vous trouvez personne pour le faire, et que par contre, pour aller transpirer, se bousiller la santé à faire du vélo ou autre chose, c'est quand même incroyable. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur notre planète. C'est sûr. Et surtout quand on parle de pénibilité, moi pour avoir travaillé en entreprise, en bureau, avec un patron qui demande toujours plus de productivité, quelque part il y a plus de pénibilité au bureau, bien dans les entreprises que dans un champ, pourvu qu'on travaille dans son champ de manière agréable, on va dire. Parce que c'est vrai que finalement, il y a aussi des suicides d'agriculteurs quand ils commencent à se faire à mettre les doigts dans l'engrenage des OGM et du tout chimique finalement. On l'a vu en Inde, mais ça arrive malheureusement en France aussi. Voilà. Alors, on a parlé déjà de Monsanto quand on a fait l'actualité de la semaine. J'avais prévu d'en parler un petit peu maintenant. On va surtout parler peut-être de lobby en général et puis des problèmes de gouvernance.
C'est vrai que on parle pour un pays, ce qui est important, c'est la souveraineté alimentaire. Enfin, je pense que c'est pour plein de raisons, bien sûr pour des raisons géostratégiques, mais même pour des raisons écologiques, pour des raisons humaines. Alors, qui pourrait expliquer ce que c'est que l'autosuffisance alimentaire pour les internautes qui ne connaîtraient pas le sujet? Alors, il faut parler au passé, puisqu'il n'y a plus de sécurité alimentaire en Europe. Donc, il faut parler au passé. Mais tant qu'on est dans une agriculture traditionnelle, l'Europe se nourrissait, elle n'avait pas besoin. Maintenant, elle importe 40% de son alimentation. Depuis que nous sommes passés en chimie, nous importons 40% de nos alimentations. Nous importons 65% de nos fruits et légumes. C'est pour montrer en quel désespoir on est. Donc, nous sommes totalement dépendants des pays qui nous nourrissent, comme les États-Unis, le Brésil, l'Argentine. Donc, nous n'avons plus de puissance politique en Europe. On ne peut pas. Et il faut bien ramper devant les gens qui nous nourrissent. Hein. Ça, manger, vous pouvez pas. Un peuple ne peut pas ne pas manger. Hein. Je vois qu'il y a même un problème avec la PAC, vous devez le savoir mieux que nous, mais qu'en gros, il y a une espèce d'interdépendance au sein même de l'Union européenne qui se crée, où autrefois la France, j'imagine qu'elle avait cette autosuffisance alimentaire parce qu'elle avait une pluralité de son climat qui lui permettait d'une région à l'autre de planter tout ce dont on avait besoin, et que dès l'instant où on a intégré ce système d'interdépendance des pays, on a demandé à la France de faire que de la céréale, à d'autres de produire d'autres choses, et ce qui fait que au final, maintenant, on ne pourrait plus faire ce retour en arrière, à tel point que j'ai cru comprendre qu'il y avait même des agriculteurs qui étaient subventionnés pour laisser leurs champs en jachère. C'est-à-dire qu'ils gagnaient plus d'argent en n'utilisant pas leurs terres qu'en cultivant. Donc c'est cette histoire d'assistanat institutionnel, c'est une catastrophe, quoi. Alors sur la souveraineté, il n'y a pas que la France et il n'y a pas qu'en Europe. Il y a plein de pays d'Afrique notamment, ou ce qu'on appelle le tiers-monde, qui ont perdu complètement leur indépendance alimentaire, leur souveraineté alimentaire. On les a forcés à faire de la monoculture, je pense par exemple au Mali, forcés à faire du coton. Et donc du coup, ça a été au détriment de l'agriculture vivrière. Si vous voulez réagir par rapport à ce sujet-là. Bon, oui, il n'y a pas que ces pays, comme vous dites, l'Afrique, bon, ça peut être en monoculture de maïs, mais nous, on a travaillé au Burkina Faso. En fait, ils faisaient des haricots verts et des produits pour qu'au mois de décembre, on ait nos haricots verts dans nos assiettes, au détriment, effectivement, de cette autosuffisance du mil qui les nourrissait. Et on exploite, parce que nous sommes pays riches, on exploite des pays comme ça pour notre soi-disant suffisance alimentaire. Et ça, mais c'est pas qu'en Afrique. Là, on était au mois de mai à l'île de la Réunion, et c'est la France. Et on a été extrêmement surpris de la réaction de gens, puisqu'on a fait une conférence, et on a eu un nombre de questions sur la peur à l'île de la Réunion de ce problème de l'autosuffisance alimentaire, en disant on a entre une semaine et 15 jours, effectivement ils sont au milieu des océans, s'il y a le moindre truc, ils font énormément de canne à sucre, ils n'ont pas et c'est incroyable parce qu'on est en France, c'est la France, mais qui est très très loin, et en fait ça c'est revenu tout le temps. Mais vous vous rendez compte que s'il y a un typhon, si on a une grève, on ne mange plus. Voilà. C'est pour ça que je parlais de géostratégie, parce qu'il y a aussi, s'il y a une guerre, ça c'est dans la tête des dirigeants, mais effectivement, s'il y a une catastrophe climatique, quelle qu'elle soit, une catastrophe écologique, l'autosuffisance alimentaire, ça me faisait penser également à une chose, c'est que plus on importe, moins on mange du frais. C'est logique, puisque bien entendu. Donc, qu'est-ce que ça inspire, ça? Le fait qu'on mange de moins en moins de frais. J'avais lu qu'en Angleterre, ils importaient chaque année 1 million de tonnes de pommes de terre d'Allemagne et qu'ils exportaient 1 million de tonnes de pommes de terre vers l'Allemagne aussi. Je n'ai pas encore compris exactement le but. Moi, j'ai l'impression que ce délire de la mondialisation, ça vient d'un économiste qui s'appelle Ricardo, qui avait parlé de la spécialisation, en fait, justement agricole. Et en fait, je crois que aujourd'hui, on a toutes les preuves pour montrer que c'était une erreur, c'est-à-dire que d'imaginer un monde où on cultive certaines spécialités à certains endroits parce qu'on les dit productives, ça ne marche pas. Voilà. Donc, je pense que la révolution, elle est là, elle est dans cette identification de ce problème-là. Et il faut trouver des nouvelles manières de faire de l'agriculture, des nouvelles manières d'échanger. Et ça passe par c'est des nouveaux travaux sur l'écologie, sur l'agriculture et sur un retour à une certaine autonomie. Je ne pense pas qu'on peut le faire tout de suite d'un coup, mais il faut qu'on y pense tous ensemble parce que c'est crucial. Je pense que tu peux directement dire les mots et dire qu'il faut fermer les frontières. C'est-à-dire que si moi, même si je suis conscient et concerné par mon pays, j'ai envie d'une tomate bio et que celle-là elle a 2 €, celle-là à 20 centimes parce qu'elle vient d'un plateau espagnol,
je vais acheter celle-là. Et la dictature de l'argent, elle est chez tout le monde. Et du coup, il faut fermer les frontières. On ne peut pas concurrencer une main-d'œuvre gratuite d'esclaves, que ce soit pour des vêtements ou des aliments. On ne peut pas concurrencer à partir du moment où il y a le libre-échange. Donc, on parlait de TAFTA tout à l'heure. Il faut au moins fermer les frontières, au moins pour les marchandises. Agricole surtout. J'irais peut-être pas fermer les frontières, mais en tout cas ce qui reviendrait presque au même, c'est-à-dire lever les taxes pour qu'au niveau, quand il n'y a pas les mêmes normes écologiques et surtout sociales, parce que c'est important la nature, mais l'être humain, enfin pour moi, on peut avoir un avis différent, mais là, pour moi l'être humain aussi est primordial dans tout ça. Je suis d'accord, mais pourquoi ralentir dans ce cas-là? Pourquoi, par exemple, si on taxe ou on surtaxe à 90% comme le font les Américains, ça dérange personne quand les Américains ils taxent les étrangers. Mais pourquoi, par exemple, que ce soit pour une voiture ou un habit, ce truc-là qui est très certainement fabriqué, non c'est anglais donc ça doit être fait en Inde, ce truc-là, si moi je veux ce truc-là fabriqué par un Français, je vais le payer plus cher. Mais tant qu'il y a la concurrence et que c'est ouvert, du coup c'est de l'esclavage, je fournis de l'esclavage. Tout à fait, il faudrait organiser en fait une concurrence honnête, c'est-à-dire que si ailleurs ils veulent produire comme ils veulent produire, il ne faudrait pas interdire leurs produits, mais mettre des barrières pour rétablir des barrières douanières pour qu'il y ait une sorte de concurrence honnête entre le produit. Oui, et en alimentation, on est un peu biaisé aussi, parce que maintenant on a le label AB, donc ça y est, on voit AB partout, on est super content. Nous, avec Alex, quand on a fait notre enquête, on voyait qu'on pouvait acheter des bananes au mois de janvier dans les magasins bio. Oui, avec ce label-là, on s'est dit, mais bon, c'est quoi ce délire, quoi? Genre, qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui l'est pas? Et donc, à la fin, on se pose même la question de savoir qu'est-ce qui vaut mieux, finalement, manger local, quitte à ce que le sol soit pas super bon, ou se dire, je vais me sauver ma santé et manger bio, mais je vais importer du Venezuela ma mangue ou mon fruit, quel qu'il soit, quoi. Donc, il y a un peu une grosse hypocrisie avec cette histoire de labellisation biologique. Nous, moi je le dis très souvent quand on fait, parce que des gens nous disent moi j'achète que du bio, et j'ai dit il faut faire très très attention aussi. Moi je préfère, et je suis complètement d'accord avec vous, et moi j'insiste là-dessus, je pense qu'il vaut mieux, pour préserver ce monde rural autour de nous, des petits agriculteurs qui ne sont pas forcément en biologie, il faut acheter à proximité, même si au début il n'est pas en bio. D'abord il y aura communication, au moins ça maintiendra quelqu'un, ça fera des produits de terrain, de nos régions, parce que quand on mange des fraises en mois de décembre ou des haricots, il n'y en a pas en Bourgogne, j'en mange pas et je mange le produit, et ça permet d'une communication et de préserver le monde rural. Et quand on entend des gens qui disent j'ai acheté des bananes bio en janvier qui viennent de l'autre bout de la planète, on peut peut-être se poser la question: où est la biologie là-dedans? Exactement. Et je précise, pour aller dans votre sens, on avait couvert le salon des vignerons indépendants. Il y a des gens qui font du bio, mais ça les embête. Ils faisaient du bio avant même que le bio existe. Ça les embête au niveau administratif, parce que c'est des contraintes aussi d'obtenir le. Et donc ils pourraient avoir le label, mais ils l'ont pas parce qu'ils trouvent pas ça forcément important. Ils ont compris comme vous que le label bio c'était parfois une arnaque. On peut faire de l'agro-industriel et obtenir quand même malgré ça. Donc, le label bio, il suffit d'avoir des intrants et si j'ai bien compris, qu'ils soient pas trop chimiques ou pas chimiques. Voilà. Et je me souviens dans une conférence, alors il en pleurait. C'était pas un éleveur, il travaillait, c'était pas à lui, il travaillait dans une porcherie. Et il dit, il faisait des porcs pour la consommation. Et il dit, et on est en bio. Enfin, il dit, pas moi. Et il dit, ils ont l'étiquette bio. Par contre, on coupe la queue des porcelets, on leur coupe les couilles, et ça, vous appelez ça du bio? Oui. Et ça, c'est ce qui est vendu aussi. Donc il faut voir aussi toute cette éthique. Dans un autre registre, il y a les personnes qui font du bio, qui sont vendues même de la fraise et tout, mais que ce sont des esclaves. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Des tomates en Espagne, c'est des travailleurs marocains à qui on enlève parfois, ou d'Europe de l'Est à qui on enlève parfois les passeports, qui travaillent dans des conditions déplorables. Ça pousse en hors sol, sous serre. Et on vous dit que c'est bio, non. Mais il y a des intrants qui ne sont pas chimiques. Alors, voilà. Et donc il y a cette éthique. La biologie, c'est le respect de tout. Pas que de la nourriture, des hommes qui la travaillent, des animaux, des oiseaux. Parce qu'autrement, on peut faire, au nom de la biologie, on peut faire n'importe quoi. Pour les animaux et l'indépendance alimentaire, c'est vrai que se poser la question de manger de la viande, parce que
qu'elle soit importée ou non, si en omnivore, c'est encore plus compliqué d'être autonome, quoi. Si on était tous les Français tous végétariens, ce serait plus facile de retourner. Je suis pas pour imposer le végétarisme, hein, mais c'est vrai que le fait ça paraît fou de cultiver du blé pour donner à une vache, quoi. Enfin, quand le blé il se mange, ou pomme de terre, ou je sais pas. Bon, ça dit, j'aime bien la viande, hein, mais. Oui, mais vous avez des zones. Cultiver du blé pour nourrir une vache, je suis tout à fait d'accord. Mais quand vous êtes en alpage, si on remettait, c'est toujours pareil. On peut pas. Là, on l'entend toujours. Il faut mettre la planète complètement végétarienne et tout. Si on enlève les animaux, non mais que les gens qui défendent ça. Si on enlève les animaux, il y aura plus de compost. En fait, on n'a pas d'équilibre. Et il y a des zones où la seule entre guillemets, j'aime pas le mot, mais exploitation, et c'est ce que faisaient les anciens, vous avez des terres qui sont humides, qui sont des prairies, et dans une prairie, vous mettez quoi? Eh bien, des bovins. Les alpages où on faisait le lait et tout, vous mettez quoi? Vous n'allez pas faire du blé. On mettait les petites vaches, les tarines et tout. Quand vous êtes dans le Larzac, on faisait quoi? On mettait le mouton qui permettait... Donc il y avait ces agro-silvo-pastoral. Voilà. Alors on va continuer un petit peu sur tout ce qui est lobby et gouvernance, mais juste avant, par rapport au petit... comment dire, ce qu'ils ont dit sur la microbiologie des sols, est-ce que vous voudriez rajouter un petit quelque chose, un message résumé, peut-être pédagogisé, pour faire passer aux internautes par rapport à l'importance des vers de terre? Pourquoi? Les vers de terre, eux tout seuls, ils sont aussi lourds que ils étaient aussi lourds que tous les animaux du monde réunis, donc c'est qu'ils ont vraiment un rôle important. On veut dire en masse organique totale. Oui, ils sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis, donc ils sont vraiment fondamentaux. C'est eux qui remontent les éléments, qui évitent de polluer les nappes phréatiques et les rivières. C'est eux qui aèrent les sols. Toute cette faune sert à aérer les sols et à remonter les éléments, sinon ils partent dans les nappes. Et puis il y a tous les microbes qui, eux, vont nourrir les plantes. C'est-à-dire que si on n'a absolument pas besoin d'engrais chimiques pour nourrir une plante, la nature marche très bien toute seule, à condition de permettre à ces microbes de travailler. Et pour ça, il faut de l'humus, il faut de la matière organique, il faut des argiles. Donc c'était ce que les anciens appelaient le compostage. Ils compostaient les fumiers animaux. Et puis ils marnaient, quand ils n'avaient pas d'argile dans le sol, ils allaient chercher des argiles dans des mines, et ils les étalaient dans leurs champs, et ils apportaient du complexe argilo-humique. Donc c'était tout bête, hein, c'était tout simple, c'était pas compliqué, c'était pas de la chimie, hein, c'était respecter les lois vivantes du sol. Et là, la terre, elle vous nourrit. Mais je veux juste vous donner un exemple de comment ça marchait bien. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, Paris avait 2 millions d'habitants, et il y avait 9000 maraîchers qui étaient dans la ceinture maraîchère de Paris. Ils cultivaient 1300 hectares, c'est pas énorme, hein, 1300 hectares. Ils nourrissaient 2 millions d'habitants, ils faisaient 9 cultures par an. Ils nourrissaient tout le monde du 1er janvier jusqu'au 31 décembre parce qu'ils faisaient les couches chaudes. Donc ils descendaient tous les matins leurs légumes, ils arrivaient au hall, là il y avait tous les crottins de chevaux, puisque tout était hippomobile à l'époque, et on mettait des sacs derrière le cul des chevaux pour récolter les crottins, ils remontaient le crottin, ils faisaient le composter pour le remettre sur leur terre, et ces 9000 personnes nourrissaient 2 millions d'habitants, 0 engrais chimiques et 0 pesticides. Donc il faut arrêter de raconter que sans engrais on ne nourrit pas les hommes, vous voyez. Simplement il faut travailler avec la vie du sol. Damas? Non, je disais juste que j'ai fait l'expérience des couches chaudes, et c'est incroyable, ça marche quoi, ça sort, ça fait du 25 degrés par moins 5 dehors quoi. Ça dure un mois et demi, mais bref, c'est une expérience que j'ai pas, j'ai juste fait l'expérience, mais c'est incroyable, c'est le seul moyen de sortir un pied en fait, hein, un pied de tomate ou de potiron sans nucléaire ou chauffé au gaz, la serre. Mais c'est le seul moyen, c'est des couches chaudes. Oui, ça c'est fait. Alors, on arrive à peu près dans nos jardins potagers à faire différemment, permaculture, bio, ou quelle que soit l'appellation. Mais comment faire en sorte pour que au niveau, je sais pas, régional, national ou européen, ou à une large échelle en tout cas, il y ait des prises de décision politiques ou autres pour que les choses changent. Est-ce qu'on est condamné à une sorte de réveil des consciences petit à petit et sans qu'il y ait d'en haut une prise de décision politique quelconque, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que citoyen, se regrouper, je sais pas, les partis politiques c'est un peu démodé quand même, mais voilà. Alexandre, sur la gouvernance, comment on peut changer les choses? Les jeunes veulent toujours changer les choses. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça pousse, c'est-à-dire qu'on pousse tous dans un sens. Les parlementaires, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en retard par rapport à toutes ces questions. Mais c'est vraiment, je pense que c'est le citoyen qui est capable de s'organiser, de comprendre ce dont il a envie, ce qu'il a envie de mettre en place. Et je trouve que les parlementaires sont un peu
sont un peu en retard par rapport à toutes ces questions. Ils n'ont pas saisi que nous sommes en fait engagés dans ce changement de mentalité, ce changement de société qu'on a envie, qu'on a compris qu'il est nécessaire. Et donc on leur demande de l'aide peut-être, mais faut qu'ils comprennent ce qu'on a compris. Bah, je suis d'accord dans le sens que ça pousse. On sent que le peuple y prend conscience. Maintenant, à la fois, on a été élevés tous par l'éducation nationale, maçonnique ou pas, ou la télévision, et on est un peu perdu dans tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est le français, il a décroché de la politique, et ça se comprend. Mais là, il faut y revenir, quoi. Il faut virer ces gens-là. Claude, je le balance, il a dit qu'il voulait nous tuer, les riches, et je le crois complètement. Et je crois qu'à un moment donné, la légitime défense, ça inclut pas forcément l'attaque, mais en tout cas s'unir. Donc c'est pas forcément facile de s'unir avec tout le monde, mais je pense que des initiatives comme Asselineau, par exemple, enfin plutôt UPR que Asselineau, UPR, je trouve qu'on devrait tous s'unir derrière un projet commun, étape par étape, afin d'évoluer vers quelque chose de positif. Mais en tout cas, si on veut le beurre et l'argent du beurre, il faudra tuer des gens, et ce sera nous. Ouais, moi concrètement, ce qui nous a motivé à faire Jardinier avec vous, justement, c'est que on en avait marre de laisser notre destin aux mains de politiques, alors qu'on a l'impression que, comme tu dis, ça fait 20 ans qu'ils ont 20 ans de retard sur nous. Donc là, on a préféré aller voir des personnes qui plutôt que de mettre leur voix dans un bulletin, leur bulletin, je veux dire, dans une urne pour dire j'ai changé les choses, ils disaient non, j'ai quand même deux mains, il y a une terre devant moi, il y a tout un truc qui est possible de faire et des personnes avec qui me fédérer, je vais me responsabiliser, quoi, en fait, tu vois. Et moi, l'histoire des partis politiques, j'y crois pas du tout, personnellement, et d'ailleurs je l'espère pas, parce que on voit que plus c'est centralisé, moins on est concerné et moins on a de pouvoir là-dessus. Et nous, ce qu'on essaie de voir, en tout cas d'expérimenter, c'est une espèce d'autonomie locale où chacun se responsabilise, discute avec les gens autour de lui, échange comme ça de main en main, en plus avec ce lien social qui se recrée, mais toute cette structure assez pyramidale où on veut élire 400 personnes qui vont représenter 60 millions d'autres. Enfin, c'est du délire, quoi, parce qu'en plus, je vais pas critiquer la nature humaine, mais on est tous un côté un peu mégalo et on est tous un peu timbrés si on nous donne trop de pouvoir. Voilà, là, on s'aperçoit qu'on est en train de le concentrer chaque année de plus en plus, et le TAFTA est en train de le montrer d'ailleurs, ce désir-là de concentration, et nous, on est complètement dans l'opposé, quoi. C'est-à-dire, laissons les institutions faire leur histoire, on a bien vu où ça nous menait jusqu'à présent, organisons-nous comme citoyens, quoi. Et essayons, avec Jardinier avec vous, là en l'occurrence c'était les semences traditionnelles, mais sur l'économie, quand tu parlais de la dette, de la politique avec cette nouvelle forme de politique participative où chacun peut prendre la parole et tout, il y a des milliards, on est en espèce de labo en ce moment où il y a des milliards de trucs qui est possible de faire, quoi. Moi, je termine juste sur les excuse-moi. D'accord. Justement, donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Copilly, d'ailleurs, on aurait pu leur faire un petit clin d'œil à propos des graines. Sur cette difficile amélioration de la gouvernance, parce que c'est vrai que les gouvernants n'écoutent pas vraiment les citoyens, je pense que c'est un euphémisme de le dire. Quelles solutions vous entreapercevez ? Moi, je suis beaucoup moins optimiste que les jeunes qui sont en face de moi, parce que, j'espère qu'ils ont raison, mais le gros problème, c'est que nos politiques n'ont plus aucun pouvoir sur notre planète. Ce sont ces multinationales, et je crois que c'est eux qu'il faut viser. C'est absolument pas les politiques. Les politiques ne peuvent absolument rien faire. Ce sont ces grandes multinationales qui détiennent les semences, qui détiennent tous les brevets, et c'est eux qu'il faut viser. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est mon point de vue. Oui, non, mais dans le sens en étant sur le terrain tous les jours. Oui, non, mais dans le sens que c'est bien sûr le dieu argent, mais à la fois sans les médias, par exemple, sans la complicité des médias, il s'effondre en une journée. Sans la complicité des politiques, il s'effondre. Sans la complicité de l'armée, mais surtout sans le silence du peuple. C'est-à-dire qu'on est plus nombreux, on est plus forts, et c'est notre silence, c'est à nous de prendre nos responsabilités. J'espère. Moi, je pense que c'est possible. Il faut raccrocher avec le passé, mais Hugo Chavez l'a prouvé. Hugo Chavez l'a prouvé. C'est pas nous qui écrivons l'histoire, il y a le destin qui se fait, mais Hugo Chavez l'a prouvé. On peut passer de rien à tout très vite. Ça dure 1 an, ça dure 10 ans, mais l'espoir est possible.
les Vénézuéliens, ils ont vécu très bien pendant 15 ans. Oui, mais bon, je vous dis, je ne suis pas dans cet espoir-là, parce que, bon, peut-être ça fait 25 ans qu'on est sur le terrain, qu'on voit à quel point, je pense que on fait, les citoyens, et même si je n'ai pas cet espoir-là, tous les jours, je dis qu'on peut faire quelque chose, qu'il faut changer, qu'il faut parler de Cocopelli, les semences paysannes, non pas de résister, je pense qu'il faut vraiment se révolter. On est dans un stade de révolte et non pas de résistance. Je crois que vraiment, je ne veux pas dire aller faire la guerre, mais c'est vraiment se révolter, ne pas accepter les dictats de dire vous n'avez pas le droit de faire ci ou ça. Nous, les agriculteurs, on dit vous n'avez pas le droit, mais ça marche, faites ceci. Si vous vous faites coincer, mais faites-le, parce que... Mais dans les faits, on avance d'un pas, et pour l'instant, les multinationales, elles avancent de 2 ou 3 pas, et en 25 ans, la planète en a pris un sacré coup. Hein. Si je peux me permettre, en fait, voilà, il y a quand même un mouvement de fond qui vous donne raison, c'est-à-dire que les financiers, bien sûr qu'ils ont besoin des marionnettes politiques et des marionnettes médiatiques pour asseoir leur pouvoir. Mais, comment dire, les financiers verrouillent de plus en plus le système. C'est-à-dire que les marges de manœuvre pour les politiciens honnêtes sont de plus en plus faibles, et les marges de manœuvre pour les citoyens, en tout cas dans le système démocratique, sont, démocratique, représentatif, je mets bien les guillemets, elle est de plus en plus faible également. Alors, moi, l'espoir me vient plutôt du réveil des consciences que j'entreaperçois et qui va forcément tôt ou tard se transformer en un mouvement citoyen, quel qu'il soit. Oui, mais justement, un mouvement citoyen, pas révolutionnaire par essence, il est pas dans le système. Du coup, forcément, il balaye ça d'un revers de main. Ce qu'a fait Hugo Chavez, c'est-à-dire que j'appelle pas forcément un coup d'État violent, pas forcément, mais à un moment donné, la réalité matérielle, c'est que le peuple est plus nombreux que ses élites. Et que tu ne demandes pas la permission. C'est-à-dire que si je lui marche sur le pied, il ne va pas me demander si je l'écrase, je le tape. Non, on te tape, tu te défends. C'est-à-dire que Kenny Arcana dit le droit de vivre ne se mendie pas à l'oppresseur, il se vole à l'oppresseur. Bonjour Kenny, elle a raison. Ça ne se demande pas, le respect, ça ne se demande pas. Ils nous violent, ils nous ont déportés, ils nous ont tout fait. Et ils continuent, et maintenant ils sont même plus maîtres en fait. Finalement, c'est l'argent, mais c'est même plus des gens, c'est l'argent tout seul. C'est un ordinateur qui va décider qui est riche le lendemain. Des Soros qui gagnent 1 milliard en une nuit. Le système, comme vous disiez tout à l'heure, et de toute façon le capitalisme est en train de s'effondrer. C'est qu'une question de temps, et je pense que à nous d'anticiper en fait, parce que de toute façon, comme Claude l'expliquait très bien, il y aura des morts. Le problème, c'est que quand même le système, en tout cas certains tenants de ce système, on a l'impression qu'ils ont prévu déjà que le système s'auto-effondre et qu'ils ont déjà prévu l'étape d'après. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont parlé de gouvernement mondial, de nouvel ordre mondial, et est-ce qu'il y aura une guerre mondiale pour faire advenir ce gouvernement mondial ou pas? Je crois que notamment Jacques Attali qui en avait parlé à la télé. Donc il y a des têtes pensantes parmi ces élites qui pensent tirer profit de ce chaos et de ce chaos grandissant finalement, quoi. Mais moi, je ne dis pas que c'est une fin en soi. Je pense qu'on est à la fin de ce système, à la fin de cette civilisation. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont rester sur la touche, même des gens qui ont milité, et on est à l'apogée du... C'est pas la fin du monde, c'est la fin de ce monde, et il faudra en édicter d'autres règles. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont rester sur la touche. Hein. Beaucoup de morts. Mais tant qu'à mourir, nous, parce que c'est toujours les pauvres qui meurent en premier, tant qu'à mourir, autant... Si on peut faire un petit chèque et mat avant de partir ou un petit truc. Et ceux qui mourront les derniers, c'est quand même ceux qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Voilà. Ça dépend, parce que moi justement, je suis peut-être naïf, je suis complètement... Mais là, on sait qu'on est en transition, mais on peut imaginer que les gens de plus basse couche peuvent justement, c'est à eux de s'organiser, c'est à eux de prendre conscience vraiment de cette chose, et que c'est la solidarité qui, lorsqu'il y a des catastrophes, nous sauve. C'est pas parce qu'on est le plus fort et qu'on se sauve d'un moment de misère, de guerre, c'est par la solidarité et cette organisation. Mais la solidarité, c'est contre. Enfin, s'il y a un oppresseur dans la salle là qui nous oppresse, c'est unis ensemble contre lui qu'on pourra quelque chose. Parce que si te penser tes plaies, laisse-moi crever, j'ai envie de te dire, parce que ça sert à rien. Il faut arrêter cette personne. Après, je dis pas forcément la tuer, je dis la mettre hors d'état de nuire. Ces gens-là, il faut les tuer. Là, c'est vous qui l'avez dit. Merci. C'est vrai, de toute façon, dans la population, il y a de plus en plus de gens qui sont excédés et qui parlent de solutions radicales. Pourquoi on les tuerait pas?
Ces gens-là devraient être condamnés contre crime. Ces gens-là devraient être condamnés à mort. Quand j'ai rencontré John Hamas, il disait comme vous. Mais j'ai essayé de le persuader que ce serait bien quand même pour la forme et tout qu'on fasse un procès, qu'on ait vraiment des peines alternatives. En tout cas, je suis pas pour la peine de mort, moi, personnellement. Moi non plus, je suis pas pour la peine de mort. Mais par contre, sur un champ de bataille, à un moment donné, si tu m'as tiré dessus. Voilà, on va dire ça. On fait la guerre. Et voilà. du coup, mais au moins être condamné. Il y a des gens qui sont condamnés pour moins que ça. Non, c'est sûr que si on arrive à regarder les scandales financiers de 2008, il n'y a pas un banquier qui a été en tôle. Il n'y en a pas un. C'est quand même scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Et alors qu'on aurait mis 2000 ou 3000 banquiers en tôle avec 25 ans non compressibles, ça les aurait calmés, les autres. C'est sûr que l'impunité... Voilà, mais comme ils sont dans une impunité totale, ils continuent à aller de plus en plus loin. Comme la justice ne s'applique, ils se considèrent comme en dehors de la justice. Donc c'est pour ça que le système va s'écrouler. Il va vraiment s'écrouler parce que justement, on aurait pu le sauver. Si on avait mis 2000 banquiers en tôle pour 25 ans, là, on pouvait redresser le système. Et là, c'est fini, on ne l'a pas fait. Donc ils rigolent, ils recommencent à spéculer comme des fous, à appauvrir les populations. Comme si de rien n'était. Monsanto continue à empoisonner les terres comme si de rien n'était. Ils ne sont pas condamnés, ces gens-là. Donc... Alors bon, c'est vrai que la solution, on va dire politique entre guillemets, elle est assez dure à entrepercevoir, mais ce qu'on peut faire en attendant, c'est faire ce que je crois que tous autour de la table espérer déjà, bien sûr, et aussi faire ce que à peu près tout le monde autour de cette table fait, c'est-à-dire en parler autour de soi. Absolument. Parler aussi bien des problèmes que parler des solutions. Donc moi, comme je l'ai dit en introduction, je suis très très heureux Ah oui, le jus, il faudrait que je serve le jus, me fait ton signe. C'est avec tout à fait. Est-ce que tu peux t'en occuper de servir le jus? Je peux en profiter pour passer un message. Alors, un micro, je te passe le micro. Je te passe le micro. Parce que sinon, on t'entendra pas à la caméra. Moi, j'ai déjà goûté, il est grave bon. Super. Alors en fait, c'était pour juste transmettre l'info, effectivement, qu'on a le droit d'être un petit peu défaitiste, on a le droit en tout cas d'être fatigué parfois par la lutte. Je pense qu'il y a une chose qui est évidente. Moi, je trouve qu'on a une chance, en fait, finalement, qui est inouïe. On est tous... il y a peut-être un carquois autour de nous et des gens qui veulent instaurer des règles. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour discuter. Un carcan. Un carcan, merci. Carquois, on n'est pas le carcan, on n'est pas... Carquois aussi. Il y a une forme de guerre, peut-être que c'est la guerre qui a créé un lapsus. En tout cas, oui, effectivement, on a peut-être un carcan, mais on a la liberté de parler aujourd'hui. Ça prouve quelque chose. Ça prouve qu'en fait, on est maître de notre vie. On est maître de notre pensée. Être militant, c'est garder cette liberté de penser. Déjà, dans un premier lieu, on est là pour ça, je pense. Mais c'est aussi être l'image, être le modèle des messages qu'on transmet. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. On a tous des espaces verts. Certains ont des jardins. Pour moi, la révolution de la Terre, elle commence dans son propre jardin. Il faut encore une autre expression. Il faut commencer à balayer devant sa porte avant de s'occuper de celle des autres. C'est extrêmement important. On a encore grand à faire. Beaucoup de personnes ont des idées et ne sont pas passées à l'acte et se posent des questions. Commencer effectivement par, comme le disait Raphaël, communiquer, c'est-à-dire être libre, vouloir exprimer ce sentiment de liberté autour de ce sujet et travailler. Et apprendre ce que c'est que la terre quand on travaille la terre, c'est aussi extrêmement important, sans créer d'élitisme inverse qui dit que l'agriculteur peut être supérieur. Même si on ne travaille pas la terre, nos racines viennent de là, et il est important de s'en souvenir. Merci beaucoup. Merci. Très important. Et gentil beaucoup, c'est rien. C'est super gentil. Et donc, le réveil de conscience, moi, je le constate à plein de niveaux. Je le discute avec des gens qui sont dans des domaines vraiment très divers, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans l'agroécologie, etc. Il y a, je pense, un réel réveil des consciences qui est en train de naître. Et donc, il y a plein de gens qui y participent. J'aimerais en mettre quelques-uns à l'honneur, les mettre en avant en cette fin d'émission. D'habitude, on fait une petite rubrique qui s'appelle Conseil de lecture. Mais les jeunes ne lisent plus beaucoup, vous savez. Donc, heureusement, il y a des vidéos sur Internet qui font le boulot. Hein. C'est peut-être un petit peu moins précis et exhaustif, mais ça résume bien l'essentiel. Et parfois, c'est même très... parfois, des gens écrivent à la fois un livre et font le documentaire. Donc, le documentaire, dedans, il y a vraiment l'essence du livre. Je pense à des gens comme Marie-Monée Crébin. Donc voilà, je vais vous citer quelques documentaires. Vous pourrez en rajouter d'autres. Mais j'aimerais que ce soit vous qui les présentiez plutôt que moi, sinon ça va être un petit peu trop statique et académique.
Alors le premier qui m'est venu en tête avec l'équipe, parce que j'ai pas fait la liste tout seul cette fois-ci, c'est L'île aux fleurs, donc un documentaire brésilien de Jorge Furtado de 1989. La viande de porc. Ah bah vas-y. Puisque tu as pris la Monsieur parole. Nakazaki, achète des tomates. Avec un encéphalogramme complètement développé. Le pouce cancer. Est-ce que tu peux expliquer en gros les grandes lignes de ce documentaire pour les internautes qui ne l'ont pas encore vu, surtout leur donner envie de regarder sans les spoiler? Ouais, alors l'impression sans à la tout bonne. ce que je dirais que c'est le Gâcher le narrateur. Le narrateur, il a bien ciblé, c'est-à-dire qu'il nous parle comme on est, c'est-à-dire des robots, quoi. Et c'est ça qui est génial. Je sais pas si dans la version originale il parlait comme ça, mais il nous parle comme si on était des robots. Et finalement, c'est assez agréable parce qu'on est habitué maintenant dans un centre commercial, tu rentres, tu vas à droite, tu vas à gauche. Et après, je l'ai vu il y a tellement longtemps que je ne saurais pas tout redire, mais. Oui, il y a l'histoire d'une porcherie en fait. Ouais, Et voilà, en fait, il parlait de l'être humain comme animal, quoi. Une déchetterie, pardon. Ouais, puis la pomme, il y a une histoire avec une tomate. Juste, je reprécise juste, c'est une déchetterie, pardon, c'est les dans enfants lequel qui- il y a des porcs qui se servent et les enfants, les pauvres, après les porcs. Après, c'est ça. Voilà. Et c'est vraiment, à la Mais fois là, drôle tu et l'as émouvant. Ouais, c'est ça. Oui, on voit les enfants qui se servent après les porcs. Alors le deuxième donc j'aimerais qu'on donne envie un petit peu aux internautes de regarder, s'ils l'ont pas encore vu, c'est Food Inc. Food Inc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a vu, c'est donc un documentaire américain de Robert Kenner de 2008. Laurence, tu l'as vu? Moi, je m'en souviens plus en fait. Alexandre. Ouais, je m'en souviens plus. Il y avait notre pain quotidien qui ressemble un petit peu. Alors si tu préfères que j'en parle, ou à moins que quelqu'un autour de la table, non? Alors en gros, ça parle évidemment de l'agro-industrie et donc des problèmes que la nourriture issue de cette agriculture pose au niveau de la santé notamment. Celui-là. Et pardon? Non, je dis, on n'a pas celui-là, il me semble qu'on l'a. C'est possible, il a vraiment beaucoup tourné à cette époque. Bon, je vais enchaîner avec le suivant parce que j'ai dit que c'était pas moi qui présentais les docus. Le Monde selon Monsantos. Donc celui-là, j'imagine que beaucoup de monde parmi vous l'a vu. C'est un documentaire français de Marie-Monique Robin de 2008. Qui veut le présenter? C'est une révolution. Hein. Franchement, c'est vrai que si on connaît tous Monsanto aujourd'hui, on peut dire merci à Marie-Monique Robin parce que c'est celui qui nous a mis une claque. Pour surtout nous citadins, quand moi je me souviens quand j'ai vu ça, je suis devenu complètement fou, quoi. En plus je me souviens que je l'ai vu il y a longtemps, mais elle met cette musique classique, genre c'est le summum de l'absurdité en fait entre les images et la musique qui est avec, et cognitivement on regarde et c'est un choc qu'on se prend en pleine figure, et elle a fait un énorme boulot, hein, cette femme avec ce film. Franchement, on peut la remercier, ne serait-ce que pour celui-là, quoi. Alors le suivant, c'est encore elle. Les moissons, Les moissons du futur. Ouais, les moissons du futur. Mais elle en a fait. Plusieurs. Elle a fait beaucoup de livres et de films, mais c'est vrai que c'est une personne qui fait vraiment une étude de fond, Marie-Monique Robin, ça c'est clair. Alors les moissons du futur, ce qui est génial, c'est que le monde selon Monsantos mettait l'accent sur quelque chose qui n'allait pas ou qui ne va pas. Et les moissons du futur, au contraire, montrent des choses qui fonctionnent et qui donnent de l'espoir, qui donnent envie. Oui, je trouve qu'il est très proche d'un autre que, personnellement, moi je conseillerais, parce que je pense que c'est elle qui a initié ce premier concept. Après, Marie-Monique Robin a quand même copié le concept. C'est le film c'est pas parce qu'on est dans ce film, hein, le film de Colin Serrault qui s'appelle Solution locale pour un désordre global. Mais j'aurais dû le mettre avant parce que c'était celui d'après, donc il est sorti en 2010. Voilà. Et donc elle a, c'est quand même, pour parler de Colin Serrault, c'est une personne qui a commencé bien avant, hein, son premier film sur l'écologie était La Belle Verte, qui a été complètement passé à côté parce qu'il était un peu onirique et tout, mais il disait déjà des choses qui étaient extrêmement importantes sur le problème de l'écologie, de l'environnement et de la planète. Et c'est vrai qu'en 2010, elle part, le film est sorti en 2010, mais c'est une personne qui a mis plus de 3 ans pour monter ce film, qui au départ devait relater plus, qui devait être plus sur l'histoire de Pierre Rabhi, et le fait qu'elle s'est mise à rencontrer des gens de la planète entière, Vandana Shiva, qui est pour les graines de Cocopelli, pour les défends, Anna Primavesi, une grande microbiologiste du Brésil,
Serge Latouche, Henri Pellegrini. Donc, Philippe Desbrosses. et Philippe Desbrosses, bon, mais il y en a, bon, je les ai pas tous en tête. Un des premiers agriculteurs ukrainiens qui dit je suis passé à la biologie parce qu'en fait mes femmes avaient les mains complètement bouffées par les produits de traitement, je pouvais pas accepter ça. Et le parti communiste lui a dit, vous faites ce que vous voulez, à une condition, c'est qu'il me faut mon rendement. Et il explique qu'en fait, même en étant en bio et tout. Donc en fait, c'est quand même une des premières qui donne, le titre de son film, c'est « Solutions locales pour un désordre global ». Donc elle donne ces solutions. Et le film de Marie-Monique Robin, ça n'enlève pas du tout. Mais le premier qui marque vraiment le fait qu'il y a des solutions à ce désordre global, c'est quand même... C'est deux courts-métrages, celui de Marie Robin complète celui de Colline Serrault. C'est deux reportages qui montrent qu'il y a des solutions à travers le monde, aussi bien au Japon, dans le monde entier, il y a des gens qui essayent de trouver des solutions face à ce désordre. C'est deux choses à voir, je pense, c'est deux reportages à voir. Oui, non, mais je ne les critique pas du tout. Et je me souviens de gens qui nous ont dit, il va y avoir un avant et après. Donc là, c'était solution locale pour un désordre global. Les gens ont dit, il va y avoir quelque chose parce qu'en fait, il y a des solutions. À force de dire, oui, tu pollues, oui, tu fais ceci, oui, tu fais cela. Mais là, elle apportait des solutions. Et c'est vrai que Marie-Monique Robin est allée voir d'autres, la Milpa au Brésil, elle est allée voir ce japonais. Elle a amené aussi d'autres choses. Il y en a un aussi dont on ne parle pas et qu'il faudrait conseiller, c'est Nos enfants nous acculeront de Jean-Paul Jau, Séverne de Jean-Paul Jau, Cobaye enfin, bon, on pourrait... ça, c'est des gens qui, après... mais bravo à ces personnes. C'est justement le moment de conseiller tous ces documentaires, c'est le principe de ça. Justement, oui, non, parce que moi l'origine de ma vocation, c'est solution locale pour désordre global. Je vous avais vu d'ailleurs et dedans. Et moi, c'est là où j'ai eu un déclic. C'est là parce qu'en fait, avant, finalement, tous ces documentaires qui sont très, en fait, qui dénoncent, je comprenais, je prenais conscience, mais c'était pas constructif. Là, à partir de ce moment-là, voilà, c'était la première pierre pour me responsabiliser, me faire comprendre que je pouvais m'engager, comprendre ce monde agricole, parce que je connaissais rien de ça. Donc pour moi, effectivement, il y a eu, dans ma vie en tout cas, il y a eu un avant et un après qui est très clair. C'est ce film. Moi aussi. Mais Jonathan, vas-y. Jonathan, moi c'est tout. Jonathan Mathias. Ouais, non, moi c'est vrai que c'est la première fois qu'on ne pointait pas du doigt des problèmes, une fois de plus, on culpabilisait les gens et qu'on montrait des solutions. Et je pense que si on a fait notre film sur les semences traditionnelles avec C'est moi, c'est grâce à elle et grâce à ce film-là, parce que c'est la première fois qu'on s'est dit, putain, il y a quelque chose à faire vraiment et on peut tous s'impliquer là-dedans, quoi. Et ça a donné énormément d'espoir d'avoir vu ce film-là, alors que les autres, on avait juste envie de se tirer une balle. Oui, mais il a donné beaucoup d'espoir. Bon, si vous avez fait ce film sur les semences, c'est une des premières qui parle du drame de Cocopelli et qui explique comment, en fait, ces multinationales l'empêchent. C'est une des premières qui parle aussi du semi-direct sous couvert en Ukraine. Après, c'est parfait parce que, au contraire, plus on fait de reportages, plus on montre de solutions. Et je crois qu'elle a mis aussi le point sur... c'est une des premières qui parle de la permaculture. Quand elle parle de ce jardin planétaire au Brésil, c'est la permaculture. Et à l'heure actuelle, on parle énormément de permaculture et il y a des documentaires dessus. C'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Mais de toute façon, on est tous les maillons d'une chaîne. Et le dernier documentaire de Marie-Monique Robin s'appelle Sacrée Croissance et est très intéressant parce que même si elle montre effectivement des solutions de maraîchage urbain en zone urbaine, elle met l'accent également sur le dogme de la croissance qu'elle bat en brèche, c'est ce qui est encore une autre problématique. Donc je pense qu'on est vraiment tous les maillons d'une chaîne à ce niveau-là. Ah mais complètement. Qu'elle ait mis après solution globale, qu'elle ait choisi encore ce titre, elle est forte dans les titres. Parce que la croissance, c'est le problème principal avant les pesticides pour moi. Et elle est exceptionnelle, quoi. Oui, il est beau le titre. Solution locale pour un désordre global. Mais sacrée croissance aussi. C'est pas la même. Oui, je sais, c'est un autre. Mais sacrée croissance, après ça, c'est-à-dire que c'est incroyable aussi. Moi, je sais que je suis vachement focalisé sur la décroissance. Et elle est vraiment...
Elle est où? Elle est pas là. Non mais c'est pas pour l'encenser, mais en plus elle ne travaille pas que sur l'agroécologie et tous ces thèmes-là. Elle a fait un documentaire, un livre sur les armées secrètes de l'OTAN. Qui, Marie-Monique, oui, mais non, mais c'est une sacrée nénette. Hein, non, mais ça n'enlève, ça n'enlève rien. Elle dénonce Monsanto, elle dénonce énormément de choses. C'est pas en documentaire, mais je pense qu'on peut parler aussi j'ai oublié son prénom, ça va peut-être me revenir, c'est Veillerette qui a parlé des pesticides, les poisons. Oui. Et ça, c'est aussi des documentaires. Je pense qu'il y a, on dit que les jeunes ne lisent pas, mais enfin, il y a peut-être quand même, ce serait bien que les jeunes s'abonnent à la Décroissance, parce que c'est quand même une revue fondamentale. C'est une revue fondamentale. Puis ça va, c'est un magazine, c'est pas un livre. C'est un magazine. Cela dit, faut le lire. Quand tu l'achètes, faut le lire vite parce qu'il y en a un autre qui arrive après. Et il y a du contenu, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'est vraiment. Il y a tout dedans. Serge Latouche est un des collaborateurs ou était un collaborateur. Et qui d'autre Oui, je suis d'accord. Non, c'est vraiment une revue de qualité et je pense que pour initier des jeunes à... Voilà, parce que comme tu viens de dire, la décroissance, c'est le sujet fondamental. C'est ça qui va... Le capitalisme va s'écrouler à cause de ça. C'est qu'on va être obligé de décroître, la planète est limitée. Et comme le capitalisme ne vit que sur la croissance, quand la croissance s'arrête, il meurt. Donc en fait, Claude, c'est le plan B. C'est le plan B. La décroissance, c'est le plan B. Non, il faut que les jeunes s'abonnent à la décroissance, je trouve important. Je mentionne également le documentaire qui s'appelle Enquête de sens de Nathalie Coste et de Marc de la Ménardière. Donc qu'on avait invité, malheureusement ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui est vraiment magnifique aussi, je trouve, justement sur un peu plus peut-être le côté spirituel, effectivement des questions qu'on se pose quand on découvre un petit peu le pot de rose par rapport à notre société. Et un dernier sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est L'homme qui plantait des arbres. C'est pas du tout un documentaire, c'est un dessin animé. Enfin au départ c'est un conte, c'est un conte de Jean Giono qui date d'il y a on va dire 1920, allez, je veux dire. L'entre-deux-guerres. Et donc là il y a un dessinateur qui s'appelle Frédéric Black qui dans les années 80 l'a adapté en dessin animé et avec la voix de Philippe Noiret. Donc je savais pas que c'était Philippe Noiret qui avait fait la voix. C'est pas à la mesure du travail de Jean Giono, je trouve. Le dessin est bien, tu trouves, mais le truc, le livre est mieux. Le livre est mieux. C'est merveilleux. C'est un très joli conte. Je n'ai pas lu le livre, donc c'est vraiment bien. Et c'est un peu comme la fable du colibri. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans, c'est très profond. Et en même temps, c'est léger, quoi. Ça passe tout seul. Et je te disais tout à l'heure. C'est facile à lire, c'est un conte qui se lit comme ça. Et j'ai reçu une amie qui m'a envoyé Lettre ouverte aux paysans de Jean Giono. Et là, on voit le travail en amont de ça, en fait. Et c'est précis. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il y a une noblesse dans le fait d'être paysan, en lisant ce livre-là, on comprend que aussi en France, pas seulement ailleurs, parce qu'ailleurs c'est plus facile, ça a demandé un effort au capitalisme de tuer tous les paysans. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas quitter les villes, ils ne voulaient pas votre consommation de merde, ils voulaient juste vivre, et ça a été très précis. Ils ont réussi je pense en France ça a été principalement la Première Guerre mondiale où ça a déconnecté, quoi. Mais c'est super, et lui aussi il y va du carquois. En tout cas dans la tête. Merci. Alors si vous voulez rajouter des documentaires ou des livres à conseiller, je suis chaud, ça. Mouton 2.0, j'ai vu ça. Comme moi j'avais des moutons, je cherchais des trucs, j'ai cliqué. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est super bien fait. Il y a une belle énergie dedans. J'ai retrouvé un peu l'énergie qu'il y avait dans Solution Globale. Des critiques, mais en même temps des solutions. Et voilà, Mouton 2.0. Ok. Mais merci. Malheureusement pour moi, je dis ça parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la présenter. Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Je voudrais vous remercier énormément pour votre participation, pour votre venue et pour ces échanges merveilleux. Je remercie encore une nouvelle fois toute l'équipe et en particulier Yuval parce que ça fait presque 48 heures qu'il est dessus, hein, entre la conception, les achats, etc. et la réalisation. C'était très bon. Délicieux. C'était super bon. On en a laissé pour et c'était tellement copieux qu'on en a laissé pour l'équipe technique, donc c'est magnifique. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Et donc vous retrouverez donc l'essentiel des liens vers les différents livres, sites internet, voilà, pour retrouver ton spectacle, etc. sur l'article qui accompagnera cette vidéo. Et je vous dis à tous bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir ou de passer des vacances chez soi, parce que ça peut être très très bien de passer des vacances chez soi. Moi je suis en pré-retraite. Merci. Bonsoir, merci.